Et moi, un petit peu. Autant que moi. Hein. Non, faut vous dire qu'on se partage quand même pas mal les invités généralement. C'est vrai. Voilà. Et aujourd'hui, vraiment, l'honneur de vous recevoir tous les deux. Le couple du game. Parce que Matt Fraser et sa copine, là, à côté, c'est rien. Là, on a quand même vraiment la crème de la crème. Non, mais c'est vrai, je viens de passer un mois plus ou moins avec Ellie, parce que j'étais avec Ellie et David. C'est comme moi regarder les Jeux Olympiques avec Nelson Montfort. Je me régale, vraiment je me régale. Vraiment je me régale. Et puis après j'ai suivi vos aventures, doublement aux États-Unis. Donc vous voulez qu'on commence par ça? Retour des States, les impressions. Ah vas-y, hein, si tu veux, mais on va laisser Mélodie parce que Ah ouais, non, mais si, je te posais même pas la question. Hein. si on est l'équivalent de Matt Fraser et de sa meuf, bah en fait dans cet algorithme-là, c'est moi la meuf. C'est ça. Donc vas-y Matt, tu peux raconter ton aventure américaine. Ben ouais, là je reviens des États-Unis parce que je participais au championnat du monde de CrossFit en catégorie Master 35+, pour la 2e année consécutive. Et ben, c'était encore une super expérience, même si j'ai pas performé comme je l'aurais voulu. C'était super. Ouais. Ellie était là pour tout faire avec moi. Le Me repassage, coacher, les soins. me coacher, faire les vlogs, être mon punching ball, clairement, Ouais. porter mon sac. Des fouloirs émotionnels. Ouais, Ouais. c'est sans le vouloir, hein, mais bah, non, Ça me rassure. mais ouais, c'est la seule personne qui est tout le temps avec moi, H24, donc c'est vrai que bon, bah, c'est un peu la personne sur qui je me décharge, quoi. Facile d'être coaché et de coacher son amoureuse, son amoureux. Non, c'est pas facile, d'autant Ouais. plus que c'est pas ce qu'on fait toute l'année. Toute l'année, moi, je m'entraîne plutôt seule. Enfin, seule. Je m'entraîne dans une box avec les adhérents, mais j'ai pas un coach attitré. Je fais les classes avec tout le monde et du coup, les coachs, ça change un peu tous les jours. Donc là, le fait d'avoir quelqu'un avec moi qui me donne des conseils et qui finalement n'est pas avec moi toute l'année, c'est un peu difficile de l'écouter dans le sens où moi, j'ai plus l'habitude de m'entraîner seule, de faire des compétitions seule. Donc, ça m'a challengée d'essayer de l'écouter d'une oreille des fois. Et puis, en fait, une fois arrivée sur le floor, j'en faisais qu'à ma tête, tu vois. Mais bon. Bon, on va se dire la vérité. Enfin, je veux dire, tu vois. Bon, coacher, c'est bien tant que la meuf, tu l'as pas serrée. Tu vois. Bon, après, vraiment, tu vas encore te rajouter de la charge mentale. De la charge mentale avec Encore ça. plus. mais en vrai, on rigole. Mais là, entre guillemets, je l'ai coachouillé le temps où on était là, mais je l'ai parce qu'il y avait personne d'autre de disponible en vrai. Et que moi, je suis entraîneur de CrossFit, mais je veux dire, j'ai zéro ego vis-à-vis de ça. L'année dernière, on est parti avec toute une ribambelle de Français, dont un pote à moi qui s'appelle Florent Paillasson, qui en plus est un très bon entraîneur spécifiquement dans le domaine un peu, enfin spécifiquement, pas que, mais aussi, et ça le passionne dans le domaine compétitif. Moi, j'ai passé la main, mais alors sans aucun souci. Mais s'il y avait personne, bah, dans ce cas, voilà, on fait. Mais moi, je pense même que c'est plus sain quand tu es en relation avec quelqu'un de ne pas cumuler les... De t'effacer un peu. Bah, Les casquettes, ouais, les rôles ouais, sociaux. c'est sûr. C'est mieux, comme ça, et ça permet aussi de mieux faire le punching ball, tu vois, ou peu importe ton rôle, et tu laisses quelqu'un d'autre, qui a un regard extérieur et qui fait, et ça passe mieux, quoi. Mais en tout cas, c'est quand même bien passé. Elle a rien écouté, mais franchement, elle a vachement bien fait semblant. Et en vrai, moi, je n'en demandais pas plus. Mais est-ce qu'à cet niveau, c'est pas ça, le rôle enfin, la relation entre un athlète et un entraîneur? Parce qu'au bout d'un moment, l'athlète professionnel, je suis sûr que Kevin Mayer, il sait s'entraîner. Je veux dire qu'il n'a pas besoin de quelqu'un. Mais il a peut-être besoin d'être rassuré, d'être dans un cadre bienveillant, d'être poussé quand il a un petit peu une baisse de motivation. Non, moi, je trouve ça intéressant d'avoir un coach. Enfin, je sais que les seules fois où j'ai... Bon, alors en gymnastique, quand je faisais de la gym à haut niveau, j'avais un coach. Et là, en CrossFit, les seules fois où j'ai été coachée, vraiment, c'était donc par Flo Paillasson à Lyon, quand je vais faire mes semi-finales. Et je trouve ça cool parce que ça te permet de penser juste à ta performance et de pas penser aux stratégies, etc. Donc en amont, il venait me voir, voilà, on va faire comme ça, tu n'écoutes que moi. Et par contre, quand tu es dans le floor, t'avances. Et moi, je trouve que justement, ça décharge un peu la charge mentale. Tu délègues un peu ta motivation à quelqu'un. Ouais, et puis c'est la personne qui pense à ta place et tu l'écoutes sans te poser de questions. Quoi. Quand il me disait, voilà, les reps, tu vas faire 2-2-2, je dis, bon, ok, c'est le coach d'aujourd'hui, je vais lui faire confiance et je faisais 2-2-2.
Ouais, puis, en plus de ça, on s'en rend pas toujours compte. Là, les championnats du monde de CrossFit, c'était particulier parce que, malgré le fait que ce soit un Super Saiyan de niveau 3, surtout au vu de la programmation, ils jouaient pas la gagne cette année-là. Mais quand tu as un coach sur une compétition de CrossFit, il y a quand même plein d'éléments dynamiques. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à croire que le mec qui gagne les CrossFit Games ou notre compétition, c'est le meilleur et qu'il a livré le meilleur de lui-même à chacune des épreuves. Quand tu avances dans la compétition, c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des épreuves où les mecs ils vont faire du damage control, parce qu'en fait, ils savent très bien qu'ils vont jamais gagner. Et des fois, en se livrant à 200%, ils vont rien gratter, ou gratter un peu, mais pas tant que ça. Et puis quand la compétition elle avance, bah finalement, oui, c'est bien si tu te débrouilles le mieux possible, mais en fait, il suffit que tu aies un mec qui était au-dessus de toi, qui est en train de contre-performer, et il va payer cher. Mais du coup, ça peut changer complètement la dynamique de l'épreuve. Limite parfois, sans que tu fasses exprès de ralentir, mais des fois, s'il y a des mecs qui te passent devant, en fonction de là où ils sont dans le classement, par rapport aux mecs que tu essayes de rattraper, etc., bon, ça te fait pas mal. Et ça n'a jamais été le cas de Mélo, et ça s'est jamais produit dans les compètes où il était avec Flo, parce que c'était pas la question. Mais par exemple, tu as d'autres athlètes de CrossFit, je pense à Romain par exemple, qui travaille toujours avec son frère, communique toujours beaucoup avec son frère qui est toujours placé dans le public et qui le coach tout le temps. Et donc, qui des fois lui en temps réel, parce qu'il a une vision sur ce qui se passe en direct. Lui, il est que dans son couloir, mais il regarde Frisouille. Je suis un peu frisé, le frère de Romain Fellono. Et du coup, il peut lui donner des consignes vraiment de manière dynamique. Donc, c'est vrai que un de mes profs de force, il disait à la chaise, il disait, bon, au final, c'est l'athlète qui fait la perf. Mais quand tu as d'autres dynamiques que ta perf à toi pour gagner une compète, surtout tu as plein d'events comme ça, je pense avoir un coach, honnêtement, je pense, sauf si tu es Matt Fraser, tu vois, et que tu termines toujours devant tout le monde avec une longueur d'avance, je pense sinon c'est un indispensable. Ouais, vous avez presque la description d'un décathlon en fait, où c'est très très stratégique en fait, les CrossFit Games, où c'est sur plusieurs jours, donc il y a des classements, il y a des moments où tu peux lever le pied entre guillemets pour te préserver pour le futur, etc. Donc c'est autre chose que en fait je me donne à fond. Et je comprends bien. Et comment se déroulent les épreuves concrètement? Tu les connais à l'avance? Là, je les ai. Non, tu les connais, on va dire une dizaine de jours à l'avance. Ça commence à sortir au fur et à mesure. Ok, ce qui est très peu de temps du coup pour se préparer et programmer. Parce qu'on est censé être prêt pour tout de toute façon. Donc peu importe. Moi, en vrai, j'aime pas trop que les épreuves elles sortent à l'avance parce que les gens, du coup, ils les font, ils les refont. Et moi, j'aime pas trop refaire des épreuves. Donc je sais que là, tu vois, sur les 8 épreuves que j'avais, j'en ai testé qu'une, il me semble. Ouais, j'en ai testé qu'une. Celle avec les DU. Et parce que ça m'intéresse pas de. Enfin, j'aime bien. Des fois j'aime bien les faire parce que je sais qu'il y a quelque chose à jouer. Genre si je vais au French Rodon ou quoi, je me dis bon, ce serait intéressant que je vois un peu comment aborder cette épreuve. Là, en plus, d'autant que j'avais pas grand chose à jouer, je me suis dit bon, autant me préserver physiquement plutôt que 10 jours avant mettre de l'intensité à fond, essayer à fond les mouvements. Donc j'ai juste continué ma préparation. Mais ça sort un peu à l'avance. Et puis là, j'avais donc 8 épreuves, 2 le jeudi, 2 le vendredi, 3 le samedi et 1 le dimanche à laquelle j'ai pas participé parce qu'il fallait terminer dans les 15 premières. D'accord. Et puis c'est des épreuves. Le Squid Game est venu à bout de toi. Et puis après, c'est des épreuves très très différentes. Le premier jour, on avait 2 épreuves très spécifiques. On avait un 7 km de course à pied et un max en épaulé jeté, un mouvement d'haltérophilie. Donc une épreuve longue, une épreuve très très courte. Et puis après, ça a commencé sur des épreuves de CrossFit qui mêlaient l'haltéro, la gym, le cardio. Donc, comme tu me disais un petit peu en off tout à l'heure, t'as vraiment été cueilli un peu sur tes points faibles cette fois-ci. Ouais. Bon. Mais c'est aussi ce que tu disais, ce que je comprenais en filigrane, c'est-à-dire tu as pris ces games-là, t'as pas répété avant, t'as pas essayé de t'entraîner avant, tu dis je vais tester mon fitness quoi, un petit peu. C'est par rapport à l'élite mondiale. Bon, Ouais, c'est vrai que là, les épreuves, quand je les ai vues sortir une à une, je me décomposais à chaque jour. Je disais, ok, celle-là, je l'aime pas, celle-là, je l'aime pas, celle-là, je l'aime pas. Celle-là, c'est de la faute d'Elie. Non, mais en vrai, tout ça, c'est de ma faute. C'est moi qui m'entraîne pas de façon optimale pour avoir un fitness super bon sur chaque mouvement. La première épreuve, 7 km de course à pied, c'est une épreuve que je refuse de courir parce que j'ai des problèmes au genou. Donc, je savais déjà que sur cette épreuve, j'allais terminer dernière.
comme on le disait tout à l'heure, c'est aussi une petite stratégie de se dire, OK, je vais pas courir parce que de toute façon, je vais arriver dernière et je vais me faire mal au genou. Donc, autant marcher et au final, arriver dernière quand même, tu vois. Oui, que tu fasses X minutes ou X de plus, au final, tu restes dernière. Exactement. J'ai déjà essayé de courir dans certaines compètes. J'arrive toujours dernière. Donc, maintenant, je m'économise parce que l'épreuve d'après, c'était très lourd. C'était un max au clean and jerk et je savais que là, pour le coup, j'avais peut-être quelque chose à jouer, à me classer un peu mieux. Donc voilà, j'ai préféré garder mes forces pour l'épreuve de l'après-midi. Donc il y a des petites stratégies à faire comme ça, mais malheureusement, là, il y avait beaucoup d'épreuves sur lesquelles j'étais mise à mal, quoi. Ouais. Toi qui es un passif de gymnaste. Ouais, pour et il y avait préciser. très peu de mouvements de gymnastique proposés. Ah ouais. Elle n'avait pas un passif de déménageuse, donc, donc forcément c'était compliqué de porter des gros sacs. Mais, et après tu disais les épreuves, il n'y a pas de règle en fait, hein. Ils les annoncent des fois ils te les mettent en surprise. Souvent on va pas se mentir, s'ils les annoncent, c'est parce que dans la communication sur les réseaux, ça permet quand même de teaser des trucs. Un peu les choses, etc. De donner envie d'y aller. Mais tu pourrais complètement faire une compétition de CrossFit où tu débarques et où tu arrives le jour de la compétition ou la veille et où tu sais rien. Ce qui serait super, je pense d'ailleurs. Ça arrive dans les petites compétitions. Tu vois, dans les petites compétitions de boxe ou quoi, moi quand j'arrive, je sais pas du tout les watts, tu les découvres le matin même. Voilà, aujourd'hui vous aurez 4 watts, c'est ça. Ok, moi je trouve ça super cool. Mais il y a un côté plus ludique en fait. Ouais, et puis t'as le suspense jusqu'au bout. Voilà, puis tu peux pas te plaindre parce que généralement quand les WOD ils sortent une semaine à l'avance, ça commence à pleurnicher. Ah mais ça c'est nul, mais ça on l'a déjà fait, mais ça nana. Voilà, au moins là personne peut rien dire et tu le découvres au moment. Ouais, ça me rappelle 2017 si je dis pas de bêtises, j'espère que tu me corrigeras. Quand ils avaient embarqué tous les athlètes, ils avaient pris l'avion. Et c'était quoi après? C'était de la nage en fait, ils les ont embarqués. C'était pour fêter un peu les. Et oui, au ranch, directement. Voilà, ils les ont emmenés au ranch par surprise. Donc, ils sont mis dans un avion et ils ont refait une épreuve qui avait déjà eu lieu par le passé. Ils ont fait un redo. C'est un truc qui est cool dans les compétitions de CrossFit. Ça crée une culture, en fait. Ça te force à t'intéresser au sport. Et en gros, on peut faire, on va dire, un trail enchaîné directement avec un RM de deadlift. Et d'ailleurs, c'est le crush de Sam, enfin de Mélodie, qui s'appelle Sam Dancer, qui avait fait à la fois dernier sur le run et premier sur le deadlift. C'est vraiment mon genre d'athlète, ça. C'est ce que tu veux nous dire, non? Il y avait des points communs. Et donc, donc voilà. Donc, non, c'est effectivement ça. Et puis même encore aujourd'hui, dans les games, mais si à nouveau ils présentent, toujours pour le même intérêt, en fait, il faut créer de l'engouement. La plupart des épreuves, très souvent, ils vont mettre un petit twist. Tu vois, ils vont modifier un truc au dernier moment, ils vont garder une épreuve secrète, ou alors ils vont annoncer l'épreuve. Et puis quand tu arrives au moment de l'épreuve, ils vont te dire, bon, il y a quand même un petit truc. Une année, ils avaient fait ça sur un entraînement qui paraît assez simple, qui s'appelle Jackie, un entraînement de base de CrossFit avec du rameur, des thrusters barres à vide et des pull-ups, sans rentrer dans plus de détails. Immonde. Mais donc, ils annoncent du coup cette épreuve, et puis ils leur annoncent quand même que s'ils ne sortent pas du rameur dans un temps très resserré, ils sont éliminés de l'épreuve. Parce que c'est dans cet entraînement-là, ce que tu peux être tenté de faire, c'est de te gérer un peu sur le rameur pour mieux délivrer sur le reste. Et donc, c'est Adrian Bozman, qui est l'un des programmateurs des Games, qui arrive, qui est un mec très zen et qui dit, bon, voilà, donc vous allez faire Jackie. Si vous ne sortez pas en moins de 3,15 du rameur pour les garçons, je crois que c'était 3,20 ou un truc comme ça. Peut-être 3,10 ou 3,20 pour les filles. Vous êtes out. Et il la regarde comme ça et dit, vous êtes des pros. Donc aujourd'hui, vous faites Jackie Pro. Mais voilà, et en fait, non mais c'est cool, c'est toi dans le public, tu dis, ah ouais, c'est pas mal. Cramé, c'est clair. Et voilà, bon bref, ça fait partie un peu du folklore et c'est cool. C'est ça. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le CrossFit, mais qui peut-être découvrent ce podcast, est-ce que vous pourriez me définir le CrossFit sans utiliser les termes de intensité, variation? La stratégie, il boit un coup. Je commence à parler. vais le laisser faire, parce que déjà, définir le CrossFit, c'est lui, ça. Non, mais c'est un challenge, quoi. Non, mais en fait, c'est marrant parce qu'on m'a posé la question récemment. Et en fait, je pense qu'un bon moyen de répondre pour les gens qui ne connaissent pas, c'est plutôt d'expliquer le CrossFit en fonction de ce que tu vas vivre quand tu vas le pratiquer. Et donc, concrètement, quand vous faites du CrossFit, vous allez vous présenter dans une salle d'entraînement très simple qu'on appelle une box, à un horaire que vous aurez défini à l'avance. Vous allez vous entraîner avec un groupe de personnes que vous finirez par connaître, mais qui ont des backgrounds très différents, et vous allez vous faire encadrer par un entraîneur. Chaque jour, l'entraînement va être différent. Et l'idée, c'est que l'entraîneur, il soit capable, peu importe votre niveau, et ben en fait, de vous proposer sensiblement le même entraînement, mais en ajustant simplement des paramètres
pour en fait vous challenger le plus en fonction de ce que vous êtes physiquement capable de faire et psychologiquement capable de faire. Et à force de répéter ce truc-là jour après jour, etc., sur une bonne période de temps, et en fait, au bout d'un moment, vous allez devenir un individu plus capable. Voilà. Il est fort. Hein. Ouais, très fort. Mais bon, hein. Et ni oui ni non, il y a personne qui Trop bon. Et je me posais une question, est-ce qu'il y a un morphotype du crossfitter et de la crossfiteuse? Est-ce que les segments comptent, etc. Regarde-les. Après, Il y a écrit CrossFit. Moi, j'ai pas la bonne morpho. Il Moi. y a une moyenne qui a été faite sur les athlètes. Hein, donc là, je te parle d'athlètes qui vont aux Games. Ouais, il y avait une moyenne sur les filles les plus fortes, les plus en forme. Elles faisaient mon poids. Je me souviens de ça. Le poids, c'était 68 kilos pour les filles. Et un peu plus grande que moi, peut-être 1m65, 68. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Je suis un peu petite. Non, mais en gros, ça ressemblait sensiblement à moi, avec un peu plus grande. Et pour les gars, je crois que c'était 85, 90 kilos. Ouais, ça doit être 85-90 et un mètre 70-75. Ouais. En fait, c'est Si intéressant. petit? Oui, c'est Ah, pas mais oui, c'est- bah oui, 90. Ça commence à être du cul, quoi. plutôt 80. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as un morphotype ok, pour le crossfit, notamment parce que les petits segments, on va pas se mentir, sur l'haltérophilie, ça te rend Bien comme sûr. la vie un peu plus facile. Il y a souvent, quand tu es grand, tu as souvent peu d'avantages, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que oui, il y a un morphotype qui s'appelle maximise tes Fritz Froning. chances. Exactement, mais non, mais concrètement, hein, Ah ouais. qui va maximiser tes chances, entre guillemets, d'être bon. Mais ce qu'il y a de vraiment cool dans le crossfit, encore aujourd'hui, même à haut niveau, c'est que tu peux être excellent en étant complètement en dehors de ce morphotype. Roman Krinikov, il fait 1m85, presque 90, il doit faire 100 bombes, il est au meilleur niveau. Un mec qui s'appelait Fikowski, un Canadien, Très grand. très grand, très, très longiligne. Une fille qui s'appelle Del Spiegel, par exemple, que Mélo elle aime bien, elle est très très solide, hyper robuste, à back squat, des grands 160 kilos. Voilà, Il y a des Colten tout Martens. petits, Bridges, tout Ouais. petit. Ouais, et puis il y a des tout petits gabarits chez les filles aussi. Rebecca Fuselier, l'italienne aussi. Oui, l'italienne. Fuliano Fuliano, Fuliano, elle est à peu près ton galbin. Elle est un peu plus petite que moi quand même. Ah. Mais je pense qu'elle est un peu plus légère aussi. Et des fois, tu vois des filles vraiment toutes petites, toutes fines et qui soulèvent lourd. Parce qu'en vrai, l'haltérophilie, c'est aussi très technique. Donc, même c'est si ça. t'es léger, Donc, tu ouais. peux arriver à faire des belles choses. Ouais, il y a les ergs qui vont un peu sélectionner, quoi. Ouais, C'est tout. Le wall ball, tout comme Les ça. wall Mais ball, en mais- gros, concrètement, tu as un morphotype, c'est vrai, on va dire un peu rablé, un peu court sur pattes, qui maximise tes chances d'être bon. Ouais. Mais ton morphotype ne peut pas être le truc qui t'empêche d'exceller De si performer. si C'est vraiment trop c'est la varié, décision que tu as envie Ouais. de prendre. Franchement, en ce moment, il y a vraiment un mec qui s'appelle Colten Mertens Mhm. qui, tu le vois, et je dis pas ça pour être critique, c'est un mec que je kiffe, mais tu le vois aussi, c'est marrant comme son ratio à lui, est-ce qu'il arrive à mettre ses mains dans ses poches, tu vois, il est vraiment tout petit, et il met la pile, Ouais. tu vois, un paquet de mecs constamment, et en plus, il a un franc-parler, il est drôle. Donc ouais, non, c'est sûr, c'est comme dans tous les sports, hein, t'as des choses qui t'aident un peu plus, mais bon, si vraiment t'as envie de performer et que t'es doué et que t'es bosseur, bah, tu vas performer, il n'y a pas d'histoire. Ouais. C'est comme dans tous les sports. En gymnastique, nous, à mon époque, on disait qu'il fallait être toute petite pour être forte en gymnastique. En vérité, maintenant, tu vois des gymnastes plus longilignes, plus grandes, mais c'est juste qu'elles font d'autres mouvements. Peut-être, au lieu de faire plein de saltos, elles font des vrilles. Ouais. Enfin, tu trouves toujours des moyens de contourner un peu. Et Ouais, je bien pense sûr. que c'est moins catégorisé qu'avant. Et par rapport à cette méthodologie qu'est le CrossFit, parce que c'est Mhm. vraiment une méthodologie, pour moi, hein, plus qu'un sport, c'est une méthodologie. C'est sûr. Est-ce qu'il semblerait, vous, avec votre recul, qu'il manque quelque chose? Parce que là, tu me parles de la gymnastique, il y a quand même l'appréciation du côté artistique, tu vois, d'une exécution. Et par rapport à la PPG, préparation physique générale, etc., où on juge, c'est difficile de juger quelque chose qui serait exécuté d'une belle manière, ou encore qui serait fait par le jeu, où tu vois, c'est marrant de faire quelque chose, comme on a dans le foot, le rugby ou ailleurs, on s'éclate juste en le faisant. Est-ce que vous, avec votre regard, vous dites, j'adore le CrossFit, c'est vraiment une super méthodologie, mais il manque ça. Il manque le côté artistique, ou bien la créativité, ou bien le jeu, ou bien ça suffit à lui-même. Moi, je m'amuse grave en faisant du Ouais. crossfit, donc je trouve que c'est beaucoup plus marrant que de faire du handball ou du tennis. Et pour le côté artistique, je trouve qu'il y en a un quand même, parce que quand les mouvements ils sont beaux, bah, généralement, c'est qu'ils sont bien faits, techniques.
Et du coup, le mouvement, il est validé. Un mouvement mal fait, souvent, il va être no rep, comme on appelle chez nous, donc pas validé par le juge. Donc, je trouve quand même qu'il y a une dimension artistique, ok, qui n'est pas jugée, qui n'est pas notée. Mais quand même, moi, je compare vachement ça à la gymnastique. Enfin, j'ai retrouvé quelque chose que j'avais à la gym, c'est ce côté de bien faire quand même pour que ce soit réussi. Même s'il n'y a pas de notes à la fin. Des épreuves aussi d'équilibre ou pas? Comment? Des épreuves d'équilibre, tu en as, tout ce qui est slackline, etc. Non, on n'a pas Marcher sur les mains. Mais on marche sur les mains. Ouais, t'as pas slackline, mais tu as eu du handstand hall, tu as eu de la marche sur les mains, de la marche sur barre parallèle, des pirouettes après avoir franchi un plan incliné. Sur les mains surtout. Ouais, sur les mains. D'accord. Tu as ce genre de choses, parce que le créateur de la méthode, Greg Glassman, était un ancien gymnaste lui-même, et il est vraiment convaincu de l'intérêt de faire des inversions des positions tenues, et aussi de faire du travail de suspension. Ça, c'est un des trucs qui peut-être aujourd'hui, pas que ça a disparu, mais qui mériterait, du moins à l'entraînement, d'être davantage remis au goût du jour. Si tu regardes les vieilles photos en fait, du gym de Greg Glassman à Santa Cruz, il y a beaucoup d'échelles de cordes, beaucoup de travail de suspension, les fameux grips là, qui sont revenus à la mode avec les OCR ou les courses façon Ninja Warrior et tout. Et en fait, lui, il était très friand de ça, notamment pour renforcer les épaules, le truc un peu simiesque, tu vois, de se suspendre. Et donc voilà. Et donc pour revenir à ta question, est-ce que le CrossFit, ça peut suffire à lui en tant que quantité? C'est bien comme tu dis, c'est bien de revenir sur le fait que c'est une méthodologie d'entraînement, parce que nous, depuis tout à l'heure, on parle de notre retour de compétition, mais la compétition dans une salle de CrossFit, ça concerne même pas 1% des pratiquants. Bien sûr. Ouais, il faut le dire et le redire. En vrai. Bien sûr. Et donc, du coup, après, la méthode, elle devient ça dépend. Okay, c'est-à-dire que si, pour moi, ce que les gens oublient un peu, et là où le CrossFit, il a énormément de marge de progression dans le monde du sport et de la préparation physique aujourd'hui, c'est que même Greg Glassman, quand il l'a conçu, c'était pas nécessairement pour être une fin en soi. C'est-à-dire que dans la première pyramide sur laquelle les gens ils se masturbent beaucoup des fois, la pyramide du développement théorique de l'athlète, la pyramide de performance, en bas il y a la nutrition et à la base en haut il y avait le sport. Mais le sport, c'était pas sous-entendu le sport de CrossFit. L'idée, c'était de te dire, tiens, par exemple, je sais pas toi, quelle est ta discipline de prédilection? J'ai beaucoup de rugby. Ouais. Ok. Maintenant, la musculation, avant c'était rugby, maintenant je fais un peu de Spartan Race, sport de combat. Un peu tout, mais. Parfait. Peu importe, en général, peu importe la discipline dans laquelle tu te donnes, tu as toujours une partie où tu vas travailler du coup ton physique et après le travail spécifique. L'idée de Glassman, c'était de dire, ok, en fait, cette partie préparation physique générale, tu l'as fait avec nous. Nous, on va notamment essayer de repérer là où tu es faible. Et c'est là où on va essayer de te renforcer, parce que notre conviction, c'est qu'une meilleure préparation physique générale, ça se traduit souvent par une meilleure application spécifique de ce que tu vas faire dans ton sport. C'est-à-dire que tu prends des joueurs de rugby d'élite, tu vas leur apprendre quoi? À faire une aile de pigeon, à lancer une touche, ou à faire un plaquage. Ils savent faire. Donc, mais par contre, si tu vois qu'il y a des chaînons qui sont manquants, tu peux les renforcer. Et donc, c'est un truc qui s'est perdu, c'est-à-dire que... Enfin, qui s'est perdu. Le sport de CrossFit a gommé cet aspect, alors qu'en fait, moi, tous les grands entraîneurs que je connais, ça a commencé par David, nous, on veut tous avoir l'opportunité de prendre un mec qui, en compétition, veut tout faire sauf du CrossFit, et lui permettre du coup de faire du CrossFit pour pouvoir mieux se consacrer à sa propre discipline et encore être plus performant dans ce qu'il fait. Ça me rappelle Sonny Bill Williams, vous connaissez peut-être, un joueur de rugby néo-zélandais très connu, qui était à son prime à une époque, et qui s'est mis à la boxe, justement pour se confronter à un individu dans un cadre fixe, pour dominer la peur par rapport au rugby. Pour se dire, ok, si là en fait je suis sur un terrain avec 15 potes, du coup 14 potes, pardon, c'est beaucoup plus simple pour dominer l'adversaire qu'être seul face à un adversaire qui veut me tuer sur un ring. C'est sûr. Et c'est marrant parce que j'ai déjà vu moi des images d'entraînement des Blacks où ils ont vraiment des gants de boxe et où ils boxent pas, mais je veux dire ils se mettent deux trois petites avoines. Mais c'est ça, c'était le principe de la PPG avant, c'est-à-dire elle devait servir à développer des qualités athlétiques, force, vitesse, endurance, etc., en vue d'un autre sport. Je pense que le monde du fitness a pris ça pour en faire un sport unique, à part, qui se suffit à lui-même, comme tu as dit tout à l'heure, et tant et si bien que l'engouement est si fort qu'on arrive à un culte qui est une bulle, qui est devenu sans... C'est le risque, tu vois. Et c'est marrant parce que tu parlais de la dimension ludique. Et donc là, c'est pareil, c'est dans la mise en application de la méthodologie, là où parfois, il y a des écueils ou des gens qui pensent avoir compris la pratique qui se plantent. C'est qu'en fait, à partir du moment où tu arrêtes d'apprendre de nouvelles difficultés ou que tu n'exposes pas tes athlètes, notamment au travers du jeu, à apprendre des nouvelles choses, en fait... c'est là où tu perds un peu l'essence de ce que c'est supposé être. Et moi, je donne toujours cet exemple-là. Je dis, moi, avant de faire du CrossFit, déjà des tas de choses que j'aurais jamais pensé faire. Et je prends juste l'exemple de marcher sur les mains, par exemple. Bon, je sais pas, vous avez quel âge? Vous êtes 38, 33.
Ok, donc normalement, nous, tu sais, quand t'avais un pote qui marchait sur les mains, genre quand t'étais au collège ou au lycée, c'était toujours ton pote un peu gothique qui fait du diabolo et qui finira cracheur de feu. Normalement, il y en a un, t'en connais un. Désolé, moi j'avais pas de pote gymnaste. Ah ouais. Laisse-moi tranquille. Mais tu vois, et quand tu vas dans une salle de CrossFit aujourd'hui, bah en fait, je dis pas que tout le monde marche sur les mains, mais en tout cas, Marcel comptable et Geneviève banquière, ils vont tenter, tu vois, de se mettre à l'envers et ce truc-là, c'est plus un gros mot. Et donc, il faut juste continuer ça parce qu'en plus, le côté ludique, le côté apprentissage, le côté exposition à ta truc. Moi, par exemple, je fais du CrossFit depuis 15 ans, je sais toujours pas faire un équilibre tenu pendant plus de 5 secondes, tu vois. Mais continuer à s'y exposer, c'est ce qui fait justement que tu retrouves ce truc-là et que ça reste captivant, tu vois. Et c'est ce que font les enfants en plus, naturellement. Se mettre à l'envers, tourner, rouler, se mettre sur les mains. Donc c'est ancré en nous, c'est codé en nous. C'est jusqu'au jour où tu passes 40 heures par semaine dans cette position-là. C'est ça, d'accord. Malheureusement, c'est ça. On est toujours en train de réparer nos erreurs modernes. Voilà. Mais c'est vrai, moi je fais faire des séminaires de gymnastique aux gens et très souvent ils me disent mais je faisais ça quand j'avais 6 ans. Mais ouais, mais on a oublié depuis. Et en plus à 6 ans on n'avait pas peur de se mettre la tête à l'envers, Exactement. de rouler autour d'une Il n'y barre. a pas de pression sociale à le faire. C'est ça. Ça joue beaucoup aussi. Ouais, bien sûr. Je réagis par rapport à ce que tu as dit, et on va faire donc un retour par rapport à votre voyage aux États-Unis, double voyage aux États-Unis pour monsieur. J'ai posté en story ce qui a été relayé par rapport à Kennedy, qui est l'actuel ministre de la Santé et des Sports. Santé, je crois, c'est tout. Santé uniquement aux États-Unis, qui disait visiblement que dorénavant, les médecins aux États-Unis seront formés à la nutrition. Moi, j'ai relayé la story en disant c'est pas trop tôt, quoi, en gros. Et on s'est écrit après en privé pour dire il faudrait le faire aussi en France, quoi. Vous qui avez passé du temps aux États-Unis là, comment dire, il me semblerait, de mon point de vue, qu'il y a vraiment des lacunes en France par rapport à la promotion du sport, par rapport à la promotion de la santé, par rapport à plein de choses. Alors, pas pour dire que les États-Unis c'est mieux que nous, hein, mais il y a quand même un encadrement qui me semble bien plus pertinent et performant pour accompagner les gens dans le sport, dans la santé, s'ils le désirent et s'ils font preuve de désiderata par rapport à cette voie-là, comparativement à la France, où on est quand même très en retard pour aider nos sportives et sportifs à se développer et à passer des grandes décisions du genre, maintenant tous nos médecins sont formés à la nutrition. Vous, si je vous propulse ministre de la Santé et des Sports là en France, comment vous nous changez l'affaire ? Tu veux t'y atteler ? Non, vas-y, c'est toi le ministre. Hein. Ah ouais, je serais curieux quand même d'avoir ton avis aussi. Elle est pas mal. Déjà, j'irais quand même plonger mon nez, parce qu'on va dire qu'on va éduquer les gens à la nutrition. Mais déjà, j'irais plonger mon nez sur, exactement, c'est quoi les messages qu'on va faire passer sur la nutrition. Parce que il y a beaucoup de messages qui sont passés en termes de santé publique ou en termes de nutrition, qui vont être délivrés notamment par l'OMS, mais où parfois on perd de vue quelque chose. C'est-à-dire que souvent, l'Organisation mondiale de la santé, par exemple, lorsqu'elle va faire une affirmation, elle ne va pas faire l'affirmation qui est optimale pour l'individu, elle va faire l'affirmation qui va être la suivante. Bon, on est 6 milliards, les ressources disponibles sont ça, okay, de quoi les gens ont besoin, qu'est-ce que j'ai à disposition et comment ça va matcher. Hop, j'interromps rapidement cet épisode. Si vous aimez le NakamaCast, pensez à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner à la chaîne. C'est ceux qui nous aident le plus. On est de la même génération. On pense toujours qu'on est 6 milliards tous les deux. Oui, on est On plus. est bientôt 9. du 9 maintenant. Ah ouais, c'est dingue. Non mais je sais pas, parce qu'on dit qu'en France c'est la guerre démographique et tout. Putain, les Chinois ils sont chauds, hein. Depuis que c'est fini la politique de l'orphonie qui mitraille. Dans la tête aussi, on sera toujours 6 milliards, t'inquiète pas. Mais voilà, bref, je t'ai il coupé. fait bon être une chinoise en 2025, c'est le plein emploi. Bref, et du coup, il va être insortable ce podcast. Jusqu'à ce que tu dises que l'OMS est dirigé par Bill Gates, mais ça sera pas. Non, mais en plus, moi, j'aime pas trop j'aime pas trop j'aime pas les grandes théories complotistes, mais parce que j'ai pas l'information, j'ai pas l'éducation de dire quoi que ce soit. Donc t'inquiète, on peut être complotiste très donc facilement. je m'abstiens. je m'abstiens, mais quand même. Et donc, juste je dis, c'est que je pense que les messages que les gens ont besoin d'entendre et ce sur quoi il faut les éduquer, c'est sur ce qui serait optimal, entre guillemets, pour l'individu. Et moi, c'est sûr que je te dis que je vendrais les produits sucrés
plus cher que les clopes, ça c'est sûr, ça, c'est sûr et certain, parce que maintenant c'est prouvé et admis, tu vois, que le sucre c'est un vrai problème. Encore pire, pour parler des États-Unis, le sucre qui est synthétisé à partir du maïs, qu'ils utilisent en masse dans leurs produits de consommation. Dans les sodas notamment, mais c'est interdit maintenant. Alors, c'est pas interdit. Coca-Cola a dit qu'ils allaient commencer à produire une gamme spécifique de produits, par exemple. À base de betterave, je crois. Ouais, et de canne à sucre, parce que d'après eux, certaines études ont l'air de démontrer que ça pourrait créer un peu plus ce syndrome métabolique. Ouais, bon, les frères, ça fait des années que vous êtes au courant, mais là, maintenant, vous commencez à vous dire qu'il va falloir commencer le brand washing un peu rapidement. Mais je dirais que c'est toujours une bonne nouvelle, tu vois, c'est-à-dire que au final, l'essentiel, c'est que ça avance. Et donc moi, c'est le premier truc que je ferais. Et c'est sûr que je pense qu'il faut remettre l'activité physique. J'aime pas le terme obligatoire, mais en tout cas, il faut remettre l'activité physique au centre du développement, tu vois, de l'individu. Et c'est évident, en effet. Et notamment de l'enfant. Tu vois, moi, je donne des formations pour le CrossFit aux enfants. Et il y a tout un truc, tout un pan avec vraiment des études, mais qui ont pignon sur rue en vérité, qui montrent la corrélation entre le développement cognitif de l'enfant et sa capacité à se mouvoir ou son activité physique, etc. Et voilà, on ne peut pas passer à côté de ça. Et votre génération et la mienne, le diabète de type 2 par exemple, donc, qui est les mauvaises gestions de l'insuline, souvent due à une surconsommation de produits transformés, c'est ce qu'on appelait, quand nous on était gosses, le diabète du vieux. C'est-à-dire tu avais ton grand-oncle, ton grand-père, il arrive à l'âge de la retraite, il allait faire une prise de sang, il disait, bon, monsieur, attention au sucre et compagnie. Et aujourd'hui, non, ça s'appelle diabète de type 2 parce que vous mettez le nez dehors et aujourd'hui, il y a des gamins de 6 ans, parfois même plus jeunes, qui sont déjà dedans. Donc franchement, moi, c'est sûr que la politique, elle serait simple. Ce serait pas de sucre, des grosses taxes, un peu d'informations sur les produits non transformés et inciter les gens à mieux manger et réintégrer du mouvement, tu vois, mais pas, à la rigueur, je ne rentre même pas dans la forme, mais réintégrer du mouvement dans le quotidien des gens dès l'école pour qu'ils comprennent que même si c'est très bien d'avoir des voitures qui conduisent toutes seules et des escalators plats dans les aéroports. On était choqués l'autre fois. Il y a l'escalator plat et les gens étaient dessus. Mais il ne marchait pas. Mais non, il ne bouge pas. C'est fou. C'est fait pour t'aider à marcher plus vite. C'est pas fait pour t'aider à pas marcher. Tu vois. Et donc moi, ce serait vraiment les deux trucs de base que je ferais. Mais je pense qu'à un moment donné, la société va déjà entamer ce virage-là. Pas parce qu'il y a une prise de conscience, mais parce qu'on va arriver en 2050 en France à un moment donné où tu auras près de 50% de la population qui sera âgée de plus de 60 ans, que les gens ils sont de plus en plus déconditionnés et que le dieu argent va arriver et va dire, les gars, notre système n'a pas les moyens de mettre toutes ces personnes-là en EHPAD, donc soit on anticipe et on leur donne le moyen de fonctionner un peu mieux plus longtemps, soit c'est le cataclysme. Et je pense qu'en vrai, c'est la direction que c'est en train de prendre. Ok. Vous n'avez pas l'impression, tous les deux, qu'il y avait une prise de conscience quand même? Parce que même si on peut déplorer, comme on a dit, pas déplorer, mais un petit peu critiquer le côté de la préparation physique générale. Aller dans les salles de muscu avec un casque sur les oreilles, pas trouver de communauté, etc. Même si on peut le déplorer. Moi, quand même, j'ai la sensation, quand je suis en voyage, j'ai l'abonnement Basic Fit, donc j'ai mon petit Basic Fit pour m'entraîner. Et les jeunes, je les vois, 17h, ils traînent plus dehors. Ils viennent au Basic Fit, en fait. Ils se ressemblent là-bas et il y a un... Bon, ok, c'est fait d'une manière un peu maladroite, c'est-à-dire c'est le culte du fitness, c'est peut-être... Bon, ok, il y a plein de choses maladroites. Mais il n'y a pas une transition où tout d'un coup la jeunesse, elle mangera un peu plus clean et elle bougera un peu plus. Je pense que les réseaux sociaux ont aidé à ça. Ouais. Enfin, moi qui suis vachement sur les réseaux sociaux, je les vois, les gamins sur TikTok, à la salle de sport, se filmer en train de faire des squats et tout. Et en vrai, c'est cool. Peu importe la raison pour laquelle tu le fais, c'est pour poster tes squats, poster ton boule dans ton short qui te rentre dans le huc. Peu importe, mais s'il bouge, moi, je suis contente. Tu traînes trop avec moi, c'est tout. Non, mais c'est vrai. Après, je sais pas si c'est parce que nous aussi, on est dedans. Peut-être que... T'as un effet bulle qui se met en place. C'est ça. Peut-être que nous, comme on est dans le sport et qu'on va dans ces salles de sport, on voit beaucoup de gens. Peut-être que moi, comme sur les réseaux sociaux, je suis des gens qui font du sport. Mon algorithme me montre que ça. Mais ouais, moi je pense aussi qu'il y a une nouvelle génération qui s'intéresse plus. Je pense qu'il y a les extrêmes en fait, ceux qui le font, mais ceux qui sont à l'inverse se laissent vraiment aller et négligent le corps. Mais c'est, après je vais partir en sucette, parce que j'attends que ça. J'ai toute une théorie aux États-Unis, mais quoi qu'il en soit, en termes de business, parce que moi pas ce qui me dérange, mais ce que je trouve sous-optimal on va dire dans les globaux, tu vois, il y a deux choses. Il y a d'une part le fait que le vrai métier de coach plateau n'existe plus. Oui. Alors qu'en vrai, j'en parlais hier avec un mec, parce que j'étais dans une salle de musculation traditionnelle hier ou avant-hier, et je disais, tu sais là, ils ont un mec à l'accueil, tout le monde ne voit que sa tonsure
parce qu'il ne lève même pas la tête quand les gens ils passent la carte. Mais tu remplacerais cette personne-là par un coach plateau, vraiment clairement identifié, qui serait juste là à circuler pour créer du lien et corriger tu vois, chaque personne un tout petit peu sur leur posture ou leur proposer un nouvel exercice en fonction de ce qu'ils ont envie de travailler. Déjà, c'est au global, tu vois, ça élèverait un petit peu tout le monde. Et en plus, ce serait un boulot hyper sympa parce que c'est léger, tu vois, et c'est cool. Et je pense que ça ferait du bien. Le deuxième truc que je me dis, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de jeunes, tu vois, qui vont dans les salles. Et moi, c'est moi qui m'exprime, mais parce que des fois, je suis aussi un peu fermé. Je pense qu'il y a un vrai créneau que personne n'a jamais pris, mais je pense que les adolescents, notamment, si le truc un peu d'égo muscu, etc., ça devient un trend, moi, je suis pas là pour juger, tu vois, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Mais je pense que ce serait smart de créer des salles d'entraînement, tu vois, spécifiquement pour ce public-là, juste parce que c'est plus sain, tu vois, que de traîner avec des plus âgés, d'autant que en 2025, je veux dire, c'est comme le porno. Avant, tu voulais un porno, il fallait que tu trouves une cassette VHS obscure, cachée très loin. Aujourd'hui, c'est à pignon sur rue sur Internet. Les produits dopants, c'est la même chose. Okay, et que donc, notamment, le risque avec les jeunes en fonction de l'environnement dans lequel ils sont, c'est que voilà, on les met dans la sauce magique plus vite. Et puis aujourd'hui, c'est facile, tu vois, de trouver ça. Et sinon, pour ce que tu disais, à un moment donné, tu es parti sur les gens qui abandonnent leur corps, etc. Oui. Tu vois, attention, parce que moi, je suis pas un grand théoricien là-dessus. On était aux États-Unis et on a quand même vu des gens très déconditionnés. Et aux USA, encore plus qu'en France, vraiment, il y a un clivage quand tu vas dans les magasins. C'est soit tu vas dans des magasins qui sont pro-Trump, genre Trump, il est partout, soit tu vas dans des magasins qui sont LGBTQIA+, et pro-Ukraine. T'as l'impression que c'est les deux seuls cas. Oui, bien sûr. T'as le vaccin souvent qui se rajoute à l'équation. Ouais, j'imagine que voilà, c'est j'ai dit, ok, donc si t'es ukrainien pro-Trump par exemple, est-ce que tu peux aller partout ou est-ce que tu peux aller nulle part? C'est la question que je me suis posée. Mais en gros, des fois, on regardait les gens de dos, tu vois, dans la rue. Et en fait, une fois notamment quand on était au bateau à Chicago, et ils sont parfois tellement déconditionnés que de dos, tu peux pas dire à la rigueur si c'est un garçon ou si c'est une fille. Ouais, même de face des fois. Non mais donc du coup, moi je me disais, peut-être aussi que tout ça c'est lié, notamment en ce moment dans tout ce qui est c'est l'émergence de la théorie du genre, etc. Machin, parce que je parlais avec un jeune garçon qui est au championnat du monde de CrossFit, et lui quand il parlait, on va dire de la diversité, vu qu'il est jeune, il était très bloqué sur les comportements sexuels des uns et des autres. Et je disais, non mais ça, c'est un sujet, mais c'est pas le sujet véritable. Depuis que le monde est monde, t'as qu'à lire les mémoires de Néron, t'inquiète, les gens avec leurs zizi, ils ont toujours fait des trucs absolument variés, c'est pas le problème. Mais je dis là, le truc, c'est qu'en ce moment, les gens, ils ont un problème d'identité, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas sûrs d'avoir on va dire le corps qui est en adéquation avec leur âme, si on fait un truc un peu simple. Et j'ai dit, et je pense que c'est lié aussi quand même à un déconditionnement de l'individu, parce qu'effectivement, des fois, les gens, toi-même, tu vas porter le regard sur eux. Et aux États-Unis, du moins, c'est ce qu'on a vu. Et ils sont tellement déconditionnés que moi aussi, du coup, je comprends que potentiellement, tu puisses te poser la question de qui suis-je, tu vois, etc. Parce que aujourd'hui, c'est pas évident. Et qu'en vrai, mine de rien, quand tu as un mode de vie, c'est pas question d'être plus actif, mais comme tu as dit, quand tu es dans un environnement qui, de fait, t'impose le mouvement, etc., peut-être aussi que ton corps, il se développe dans des directions différentes. Ça ne veut pas dire que tu peux pas avoir les mêmes types de questionnements, mais en tout cas, c'est plus facilement, tu vois, ton corps, il va prendre une direction. Tu vois, des gens qui sont, entre guillemets, sportifs la plupart du temps, en fait, leur sexualité, entre guillemets, génétique, tu vois, tu la reconnais comme avec une certaine forme d'évidence, tu vois. Et ça n'empêche pas qu'après, ils puissent avoir leur propre chemin. Mais vraiment, je me suis dit, je pense qu'il y a une vraie corrélation, en tout cas aux USA, parce que la France, c'est peut-être pas le même cas. Mais je me suis dit, OK, il y a une corrélation entre ce questionnement et le fait que les gens, en fait, ils ont un corps aujourd'hui, quand malheureusement, ils sont inactifs et victimes de la malbouffe, etc., qui fait que, ton identité, même aussi ton enveloppe, tu vois, elle s'est un peu diluée, quoi. C'est que... Même au niveau cognitif, tu as des implications aussi, en fait. C'est un cercle vicieux qui se met en place. Tu fais pas de sport, tu es en surpoids, au niveau cognitif, tu as une infection qui se met en place, tu es plus sensible potentiellement, moins tolérant aussi aux discriminations, remarques, ce qui engendre aussi après le repli sur soi. En fait, tu t'en sors pas. Et vraiment, et je dis ça même pour pas critiquer,
pour être plus fin c'est même pas une critique, mais c'est dans ma pseudo-analyse de comptoir, parce que vraiment, j'ai pas le background des étudiantins pour faire des grandes théories. Mais aux USA, en tout cas, notamment parce que la source de sucre qu'ils consomment, elle est pas folle. Ils ont beaucoup dans la maladie métabolique, dans ce qu'on appelle le syndrome métabolique, et donc leur prise de gras, ils la font vraiment au niveau de la sangle abdominale. Et ça gomme aussi ce truc-là, c'est-à-dire que j'ai ça en rigolant, toi, mais je dis, mais demain, tu as une copine à toi en France qui est, même si elle est un peu sédentaire, etc., mais qui n'est pas encore malade métaboliquement, aussi elle prend un petit peu de poids, elle va prendre un petit peu de poids de partout, et c'est toujours ta copine, ça fait plus de ta copine, mais c'est au niveau de ses formes et tout, tu vas pas le même truc. Quand tu es dans la maladie métabolique, vu que cette fois-ci, souvent, la graisse que tu vas prendre, c'est la graisse abdominale qui est aussi la plus dangereuse, ça gomme encore, tu vois, ce truc-là. Et vraiment, moi, je me suis fait la réflexion 2-3 fois et je me suis dit, peut-être une corrélation dans la société qui va un peu ensemble. Comment penser le contraire? Comment penser que le regard dans le miroir n'influencerait pas l'idée qu'on se fait de soi et notre place dans le groupe? Donc je pense que ta théorie, elle est loin d'être une simple théorie de comptoir. Je pense que c'est une évidence de se dire que non seulement, métaboliquement, le fait de prendre du poids et même d'atteindre ce qu'on appelle l'obésité morbide, comme c'est souvent le cas aux États-Unis, ça va chambouler les hormones. Évidemment, merci Captain Obvious, évidemment vous allez avoir les neurotransmetteurs et les hormones qui tombent en rideau. Mais en plus de ça, l'idée que vous faites de vous-même et le regard des autres va influencer, comme tu l'as très bien dit, tout un comportement derrière, qui va même se mettre en... vous faites de se remettre en question soi-même, quoi. Mais dont aussi les jeunes générations, aussi, mine de rien, qui n'ont plus de modèle par rapport à ça. Ça, c'est un de mes combats aussi. En fait, les gens n'incarnent pas le message qu'ils donnent et qu'ils disent. Littéralement, quand je vois... Alors, désolé s'ils m'écoutent, mais les autres pères à l'école de mon fils, c'est compliqué en termes de modèle. La plupart sont en surpoids, sont sédentaires ou autres. Et c'est alarmant parce que les enfants n'ont personne à qui s'identifier. Pour être plus sportif, plus bouger ou pour avoir un physique, mine de rien, à la hauteur d'un être humain normal. Selon ma définition, bien sûr. Non, mais ce que tu commençais à évoquer tout à l'heure, c'était la perte de repères. Oui, la perte de repères, une perte de sens, c'est-à-dire que ce qui tenait avant les individus, et même si c'est critiquable sur plein de points, c'était la religion, l'église au centre du village, comme on disait, qui donnait l'éducation, Bon, on a voulu critiquer et mettre au bûcher tout ça, pour tout un tas de raisons. Force est de constater que et la religion, et la famille, et le clan, et le village, etc., tout ça a été balayé, et qu'on a quand même une population qui est en perte de repères totale, et qui va se réfugier derrière le sac Basic Fit. C'est-à-dire que moi, ça me rend fou qu'un sac aussi moche, même si je suis client, j'y vais, et j'aime parce que c'est bien rangé. Tu vois, d'autres brands comme Fitness Park et tout, j'aime pas parce que c'est toujours le bordel. Quand je vais dans un Basic Fit, c'est propre et c'est bien rangé, au moins. Mais punaise, orange, et on aime comment j'adore cette couleur aussi. Mais comment un sac aussi moche peut être porté par quelqu'un? C'est une identité. C'est-à-dire que tu recherches autant une étiquette que tu vas mettre un sac comme ça dans la rue. Waouh. Bref, j'ai une discussion sans fin avec ma chérie qui dit que je dis n'importe quoi. Mais moi, ça me fascine. Pour moi, c'est fascinant ce genre de choses. Et je pense que vous avez eu un œil critique par rapport aux États-Unis justement quand vous y étiez. Et rapidement, tu parles de religion, mais quand on voit Jésus, quand on voit les dieux grecs, ils ont un physique. Les dieux grecs, non mais c'est vrai en fait. En fait, c'est aussi un modèle par rapport à ça, c'est aussi un modèle d'excellence par rapport à ça. Bien sûr. Du moins dans le monde occidental. Bien sûr. C'est un idéal grec qui est construit, qu'on a encore en nous, qui est que dans nous, et je pense qu'on a attiré en fait, tout simplement, on est attiré par ce modèle-là. On veut le suivre. T'as jamais des personnes obèses qui vont être attirantes pour les autres. C'est terrible à dire. Mais naturellement, je pense pas que ce soit le cas. C'est sûr. Après, t'as un autre truc en réflexion, mais pareil, qu'on s'est fait aussi quand on était là-bas. C'est par exemple Mélodie, elle peut recevoir beaucoup de critiques sur son physique quand elle est en France. Critiques ou regards. La taille, du coup. C'est ça. Ouais, exactement. La taille de mon triceps. Le premier critique. J'ai vu le Là, tu vois, triceps. j'ai couvert mes bras parce que je voulais choquer personne, mais ouais, mes trapèzes, mes triceps, mes biceps sont un gros sujet en France. Ah ouais. Sur les réseaux sociaux ou même dans la rue. Ah ouais, mais vraiment, enfin, on va dire des regards, on va dire surpris, tu vois, à la rigueur. Quelque chose, et tu pourrais croire que les gens, ça les surprend parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des gens athlétiques. Et tu vas être aux États-Unis, un pays avec beaucoup de gens déconditionnés, et tu n'as pas du tout ce regard-là. Ou alors, il est bienveillant, ou les gens te félicitent. Moi, j'ai ma théorie là-dessus. Ah, alors, vas-y, balance. C'est simple, c'est qu'en fait, je pense que c'est l'un des grands propos de Greg Glassman, c'est d'avoir, donc le créateur de la méthodologie CrossFit, c'est d'avoir un moment dit aux gens, être malade, c'est dans le dictionnaire, ou peut-être en bonne santé dans le dictionnaire, c'est le fait d'être dans un état d'absence de maladie. Et puis, ok, c'est bien, mais c'est pas suffisant parce que ça vaudrait quand même la peine de connecter cet état-là
avec le fait d'avoir encore de la capacité fonctionnelle. Tu vois, je veux dire, tu peux ne pas être malade et être pour autant dans un état, j'en sais rien, bah tiens, on disait d'obésité avancée ou tu vois, de grande sédentarité, ne serait-ce que ça. Du coup, tu n'as même pas les moyens physiques d'eux. Et moi, j'ai connu des gens qui étaient très en forme et qui ont été traités pour des cancers. Donc, objectivement, ils ont été très malades. Et pour autant, même si le traitement contre le cancer est toujours lourd, ils ont conservé la capacité à bouger et à s'entraîner. Donc, il a corrélé, en fait, finalement, la condition physique, mais surtout la capacité fonctionnelle, d'accord, et l'état de santé. Et je pense que ça, en fait, ce qu'il a posé comme étant un concept, en vrai, en filigrane aux États-Unis, c'est quelque chose qui est très présent, parce que contrairement à l'Europe et en tout cas à la France, il n'y a pas de protection sociale. Oui. Et que donc, en fait, demain aux États-Unis, quand tu es malade, okay, ou quand ton état de santé se désagrège à un point tel que du coup, tu n'es plus en mesure d'aller bosser, de te lever ou de faire quoi que ce soit, mais il n'y a personne qui va te sauver. Et donc, je pense que la raison pour laquelle les gens ils ont un regard bienveillant ou qui félicitent, au-delà du fait qu'ils aiment le travail, qu'ils trouvent ça éventuellement beau et tout, c'est parce qu'en fait, pour eux, c'est aussi un symbole de sécurité. Ah, attends, la personne, elle est en forme, t'as vu, wow, amazing, elle est super fit. Wow, et ça veut aussi dire qu'elle ne va pas tomber malade. Et pour eux, c'est très clair. Et du coup, ils en sont très conscients parce que malheureusement, chez eux, quand tu glisses, toi, tu glisses fort. Et en Europe, tu as moins cette question-là, parce qu'on a la chance quand même d'avoir de la protection sociale et tout. Mais du coup, le parallèle n'est pas fait. Tu vois, c'est limite l'inverse. On va te dire, on va dire le mythe urbain, c'est tu fais du sport, attention, pas trop. Surtout pas trop. Et tu dis, ah, ouais, ok, pas trop, ouais, d'accord. La sécurité de l'emploi. Ouais, voilà. Ouais, ce qu'il y a derrière. Je pense en tout cas, c'est vrai chez eux. Ouais, le sens des responsabilités, ce qu'il y a derrière ce que tu nous dis. Vraiment, le sens des responsabilités, skin in the game, comme dirait Taleb, quoi. Tu joues ta peau. Tu joues ta peau régulièrement dans la vie. Il n'y a pas un système qui va te chaperonner. Et donc, tu prends en main tes responsabilités comme un adulte. Là où le fait d'avoir la sécu, d'avoir tout ce qui, dans l'État français, est là pour biberonner et servir de béquille aux individus, je comprends l'intention de base, mais dans les faits, ça va desservir, en fait, parce que la vie, c'est que des épreuves où tu joues ta peau. Interruption rapide. Si vous nous écoutez, c'est que vous avez des valeurs fortes. Vous aimez performer, vous aimez vous dépasser, vous aimez incarner et prendre soin de vous au quotidien. C'est pourquoi il faut que je vous parle de Féroce. Féroce, c'est la marque de viande à très haute densité nutritionnelle qui a été développée par notre ami David Nicolas. Un steak féroce équivaut en termes de vitamines et minéraux à 4 kg de légumes. Vous avez un lien en description pour tester Féroce et pour bénéficier de 10 € de réduction sur votre première commande. Allez, on reprend l'épisode. Ouais, et puis aussi en France aujourd'hui, on parle toujours des droits et des devoirs. Et en fait, dans le système dans lequel on est, ce qu'il y a de marrant, c'est que le droit, on l'a tous bien identifié, mais le devoir, il est réduit à de l'argent. Entre guillemets, tu vois, tu dois payer, j'en sais rien moi, tes cotisations, ton URSSAF, parce que tu vas bénéficier d'une protection sociale. Et je comprends complètement, mais je pense que vraiment, dans un projet sociétal, ça pourrait être, ton obligation, tu vois, c'est d'avoir un semblant d'activité physique sans aller chercher quelque que ce soit comme barème, mais parce que en prenant soin de toi, tu risques d'avoir moins de dépenses de santé. Du coup, la manne financière elle va être pouvoir utiliser aussi à meilleur escient. Et c'est un tout, et c'est très dur, mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on a réduit notre rapport à l'État à du transactionnel. Tu vois, c'est genre, qu'est-ce qu'ils vont me prendre, tu vois, qu'est-ce qu'ils me donnent, etc. Et c'est dommage parce qu'on pourrait faire un truc plus cool, quoi. Ouais. On termine ce tour des États-Unis. Vous êtes quand même allé, je peux pas ne pas en parler. Je sais pas si t'as vraiment kiffé y aller, mais vous êtes allé au West Side Barbell. Si, c'était intéressant. Ouais, intéressant. Non, si, c'était cool. Non, c'était cool. Après, moi, je suis pas aussi fan Kelly, donc je connaissais pas vraiment l'histoire de ce lieu et tout. Mais j'étais content que lui puisse y aller et rencontrer quelqu'un qui l'intéresse autant. Je dis ça parce que c'est la continuité un peu de notre conversation, là. C'est-à-dire, il y a des héros aux États-Unis, c'est genre Greg Glassman, Louis Simons, etc. En France, tu les cherches. On glorifie pas ces gens-là, en fait, qui sont des acharnés d'une spécialité, d'une niche, qui sont là pour... là, c'est vraiment sur la performance physique, mais ça pourrait être autre chose. Nos génies, entre guillemets, sont pas mis en lumière et même ils partent ailleurs, quoi. On glorifie pas la réalisation personnelle. C'est même mal vu de réussir presque en France. Est-ce que ça, c'est justement en tant que ministre de la Santé,
et de la performance et du soin, et je sais pas comment on pourrait dire, et du sport, vous mettriez en lumière un petit peu plus? Bah, moi, en tant qu'ancienne sportive de haut niveau, c'est clair que si j'avais quelque chose à faire en tant que ministre, c'est glorifier nos sportifs de haut niveau et surtout leur donner un après. Parce que moi, ce que je vois, c'est toutes mes anciennes copines de la gymnastique qui ont fait les JO, etc. et qui aujourd'hui se retrouvent sans rien, sans aide, obligées à 25 ans de reprendre des études et de se retrouver solo, quoi. Et franchement, ça fait mal au cœur parce que elles ont donné quand même pour ce pays beaucoup de choses, beaucoup d'années, même si c'est avant tout pour toi que tu fais du sport de haut niveau. Mais voilà, tu as représenté la France aux quatre coins du monde, tu as mis ta vie entre parenthèses et tout. Tout le monde te glorifiait, tout le monde était derrière toi quand tu représentais la France. Et puis en fait, quand ta carrière elle est finie, bah, c'est dur, quoi. Ouais. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire quand même pour aider nos sportifs de haut niveau pendant leur carrière et surtout après. Je pense qu'on manque de marketing, c'est tout en fait. Ils sont très bons aux US pour le marketing du sport. Les NBA, le CrossFit, ça a percé là-bas, ça n'aurait pas percé en France. Ça aurait été un sport français, ils l'auraient repris pour l'adapter au code US, pour après le vendre. Et on manque de marketing, donc d'argent. En fait, je ne sais pas s'ils l'auraient vendu ou pas, mais en tout cas, c'est sûr aux États-Unis, c'est que. Alors, ça a du bon et du mauvais, mais c'est, entre guillemets, l'esprit de compétition est partout et c'est pas un gros mot de gagner, tu vois, c'est omniprésent. C'est-à-dire que nous, on a acheté des maillots Ohio State sur le football US, niveau universitaire, c'est diffusé à la télévision. Oui. Enfin, je veux dire, ils ont vraiment ce truc et puis ils ont aussi une fierté. C'est-à-dire que même nous, on était l'année dernière, on était en Alabama, c'est quand même des coins pourris des États-Unis, mais t'as une baraque sur 5 avec un drapeau américain dessus, tu vois. Ici, va dans les quartiers pourris de France, t'auras pas un drapeau Même pas dans les tricolore quartiers pourris, avec n'importe où, cinq. t'en as nulle part. Tu vois. Parce que c'est mal vu d'arborer son drapeau chez soi. Et j'ai un mec que j'ai suivi sur les réseaux là, qui s'appelle Karim il y a pas longtemps. Alors, j'ai pas regardé en profondeur ce qu'il fait, mais sur tous les sujets. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il disait pour tous les gens qui trouvent ou que souvent le drapeau tricolore, il est, on va dire, lié à un certain nombre d'idées auxquelles il s'identifie pas forcément. Je dis en fait, dans ce cas, raison de plus de le reprendre, le drapeau tricolore. Tu vois, je veux dire, voilà, ça reste quand même ton pays, ta nation, ton histoire. Donc, si tu estimes que quand il est agité à droite ou à gauche, c'est pour défendre des idées avec lesquelles tu n'es pas aligné, bah, toi aussi, prends-le et agite-le à droite et à gauche pour remettre peut-être l'église plus au centre du village. Pareil, c'est ma génération, on a grandi avec égalité, liberté, fraternité. Je ne sais pas si c'était valable déjà dans les années 80, mais c'était quand même un mantra qui était cool. Et ils ont l'esprit, ils ont ce truc de compétition, ils aiment célébrer, ils aiment le sport. Ils en font du show. Nous, en France, C'est on ça. ne fait pas de show avec le sport. Moi, je vois, pour parler de la gym, parce que c'est vraiment un truc que je connais, les Américaines, quand elles rentrent des JO ou quand elles rentrent des championnats du monde, elles font des tournées dans les États-Unis où elles font des spectacles, l'équipe américaine féminine, masculine, et ça fait des spectacles et tout. C'est trop stylé. Et elles invitent des Françaises parfois parce qu'elles sont devenues copines. Mais nous, en France, il ne se passe rien, quoi. Et Et comme c'est pour le trop catch, on dommage. avait des très bons catcheurs français, mais zéro marketing. Mais Pareil. en fait, dans le sport, là, ce que je disais, tu vois, par exemple, là, j'ai fait des vlogs quand on est parti aux États-Unis. Ok, réalisé avec mes pieds, mon iPhone, un micro sur deux qui marche Dans pas. la voiture et voilà. tout. Donc toi, dans ta caisse, tu dois être là, monter le son, baisser le son, monter le son. Non, baisser le c'était son. cool, non, franchement, non. Il est gentil non. avec moi, Non, il est c'est vraiment vrai. sympa. Ouais. Mais C'est pas ce qu'il dit en privé. C'est clair, C'est ça le balance. problème. c'est sûr. Terrible. Non, mais le storytelling, c'est au centre de tout, Oui. en fait. Et tu vois, en ce moment, je regarde un documentaire Netflix sur la WWE, justement. Et je dis, c'est génial. En fait, les mecs, ils ont compris à quel point le storytelling était important. Qu'en fait, au lieu de faire du sport avec du storytelling à l'intérieur, ils ont fait du storytelling avec du sport à l'intérieur. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses en France qui manquent, qui sont liées à ça. C'est-à-dire, mais dans le CrossFit, mais comme ailleurs. Et qu'en fait, il faut créer du drama, il faut créer des histoires. Et que c'est ça, en fait, qui intéresse les gens. Et à nouveau, les Américains, là-dessus, parce qu'ils ont aussi peut-être cette culture du divertissement, où ils aiment bien se créer des mythologies, etc. Les comics sont un très très bon exemple d'à quel point ils peuvent créer des mythologies fortes, parce que des fois même elles s'inscrivent dans des villes existantes, du moins chez Marvel. Après, si vous êtes de l'autre bord, grand bien vous fasse, mais non, mais t'inquiète pas, crois-moi, Reste dans la place. un mec qui a une belle voiture, de l'oseille et qui se tape des gonzesses avec des combinaisons en cuir, je suis un grand fan, c'est sûr et certain. Nous sommes d'accord. Mais en gros, il y a besoin de faire davantage ça, et c'est un truc en France que les gens ne calculent pas. Et en plus,
Et puis en plus, c'est comme dans les jeux romains. En fait, tu sais, les gens, ils ont envie, tu vois, d'avoir des histoires. Ils ont besoin aussi. C'est la catharsis, ça se fait à plein de niveaux. Et ils ont besoin, en fait, de vivre des trucs. Et c'est clairement ce qui manque. Et puis aussi, les ricains sont des pros. Tu vois, moi, je fais un peu de stand-up, qui est un peu d'humour. Enfin, un peu d'humour. Ne me faire rire que moi, parce que même elle ne donne pas de rire à mes blagues. Tu viens de me faire rire. Tu y vas à chaque fois? Non, pas à chaque fois. Bah non, mais parce que je connais par cœur après. C'est pas faux. Non, mais j'y vais souvent. Tu vas souvent. Et tu vois, on était aux États-Unis et sur un malentendu, je me suis retrouvé à faire un open mic aux US. Ok. Dans un comedy club à Chicago. Sérieux? Ouais. Waouh. Trop T'inquiète fort. pas. Trop fort. Comme quoi, on peut ne pas être drôle dans plusieurs Non, langues. mais c'est fort quand même. Rendez-vous compte du monsieur, quoi. Ok. C'est trop fort. Mais, Génial. Mais le truc, c'est en fait, moi, j'ai été sur le cul par le degré de professionnalisme des mecs. Ah ouais. C'est-à-dire que c'était un comédie club très bien, il n'y a pas la question. Moi, j'ai fait beaucoup de comédie club peu réputés à Paris. Ok. Je pense que le comédie club dans lequel j'étais, officiellement, c'était encore considéré comme un comédie club, entre guillemets, relativement peu réputé. Mais c'était un show. Ah ouais. Organisation millimétrée, musique, captation vidéo, c'était au millimètre, etc. Et j'étais là et j'ai dit, non mais, c'est ça qu'il faut faire en France, tu vois. Et je pense que, en France, pour une raison ou pour une autre, on a du mal avec ça. Dans le sport, on a l'héritage du sport fédéral, etc., qui mériterait quand même d'être, si c'est pas remplacé, dans ce cas, il faut le booster, tu vois. Il faut le booster pour faire des choses. On a des super athlètes, on n'est pas capable de les mettre en lumière, etc. La gymnastique, quand même, c'est quand même un sport. Si tu le filmes avec les bons angles, mais ce que tu vas obtenir comme image, c'est incroyable. Tu vois, comparé au CrossFit, je peux te dire que ça rougit en rien. Mais on a du mal. Et je pense que quand les gens ils vont avoir compris qu'il faut embrasser ce truc de ça doit être divertissant, tu vois, tu vas envoyer. C'est comme demain dans les compétitions d'haltéro quand on commencera à filmer ce qui se passe sur les plateaux d'échauffement. Ouais. Parce qu'en fait, c'est là, c'est clair. c'est là que Et ça te se rappelles passe. l'haltérophile chinois légendaire là, Lu Qiu. Je Je sais plus comment on Ceux qui vont les prononce. chaussures. Ceux qui vont les chaussures. Ouais, je sais plus. Qui l'ait fait. La dernière fois qu'il a participé. C'est bon, ça. La dernière fois qu'il a participé. Où il était blessé. Ouais. Il fait quand même un world record où il gagne, je sais plus. Mais il était blessé. Et donc, on a suivi pour la première fois, avec la caméra derrière, quand il se faisait masser entre les reps, où il faut qu'il fasse un arraché à presque 200, alors que c'est un petit bonhomme comme ça. C'est impossible. Mais en effet, ce que tu viens de dire, en fait, je pense qu'encore une fois, la trame de fond, c'est le storytelling, se mettre en avant la réussite. Comme tu dis, on a l'héritage de l'important c'est de participer au lieu de l'important c'est de gagner, finalement. Si on joue à un jeu, c'est pour gagner, quoi. Tout ça nous bride, en fait, dans le fait de donner notre meilleur, même sur un show, un spectacle, etc. Mais c'est pas grave, en fait, on va juste le faire, quoi. On va pas faire bien, on va même pas donner le meilleur de nous-mêmes, quoi. C'est ça, en fait, l'histoire. Et ça c'est le verre dans la pomme, quoi, qui pourrit tout le reste, en fait, peut-être. Il y a une théorie par rapport à ça qui est super intéressante dans Dopamine Nation, qui est un livre assez connu. Tu l'as lu, je pense, Pierre, toi. Super. Comme quoi, en fait, les personnes aux États-Unis ont un niveau de dopamine plus élevé que nous, naturellement. Okay. Parce qu'en fait, les premiers colons européens, pour avoir le courage de franchir tout simplement des conditions terribles pour aller aux US, ont été sélectionnés par la dopamine. Okay. C'est les plus motivés qui se sont dit, moi, j'y vais, j'ai plus rien à perdre, je tente le coup, j'y vais, j'abandonne l'Europe pour les États-Unis. Donc, une sélection naturelle aurait opéré à ce moment-là. Nous, on serait grosso modo les héritiers des gens qui avaient très peu de dopamine. Eux, full dopamine, d'où le côté motivation, etc., presque égo aussi, mais qui les porte et qui les pousse à aller vers de l'avant. Et nous, à l'inverse, serait plus sur nous-mêmes, moins de dopamine, plus de collectif, moins d'individualisme, pardon. Et ça pourrait expliquer encore aujourd'hui, du coup, ce comportement-là, je suis moins dans le m'as-tu vu et plus dans le je suis de mon côté, je me renferme. C'est pour ça qu'ils trouvent tout amazing aux États-Unis. C'est pour ça, oui. I appreciate you, it's amazing. Complètement, Good job. Je veux me dépasser, je veux atteindre, même le rêve américain. Mais c'est la définition de la dopamine, c'est je veux atteindre quelque chose. Ouais. Et je me donne les moyens de l'atteindre, quitte à échouer. Puis ils ont un truc aussi avec, on va pas se mentir, avec l'argent. C'est-à-dire que là, quand j'ai été aux Games la première fois, par souci d'économie, on a préféré louer une maison que de se mettre à l'hôtel. Ouais. Mais c'était outrancier, la baraque, tu vois. Ah ouais, non, mais les mecs, je veux dire, ils font des trucs...
c'est surréaliste. Et en plus, quand j'étais dans la grande maison, salle de cinéma privée, billard, Évidemment. même les voitures, je vais te dire, c'est. Mais pourquoi si gros, tu vois? C'est le mec de la ligne 7 aussi, ils ont dû lui dire ça, pourquoi si gros? Et bref, et quoi, ça il a capté. Et en fait, ouais, il y a ce truc-là, et ce qui me tuait, moi, c'est qu'en plus, dans certaines de ces baraques où j'ai été, je parlais avec Sophie avec qui j'étais entre guillemets hébergé avec toute la clique, là, j'ai dit, mais tu sais que là, on n'est même pas dans la maison d'un millionnaire. Oui, c'est ça. Tu vois, on n'est même C'est pas la dans la norme. maison d'un mec blindé. On est dans la maison d'un gars qui doit sans doute bien gagner sa vie, mais juste à partir du moment où voilà, il y a moyen de, tu vois, on flash. Et c'est vrai que tu parles un peu de, non seulement on a du mal à construire des idoles en France, mais en plus, montre-moi un mec qui réussit, je vais te montrer 14 mecs qui ont envie de le poignarder. Tu vois, Ouais, oui. dans le domaine du sport, moi je suis pas fan, mais un mec comme Thibaut InShape, de se faire autant cracher dessus par des gens qui sont en plus dans son domaine, tu Exactement. vois, plus que par les gens qui le suivent, que soutenu, alors qu'en fait, quelque part, tu pourrais te dire, en fait, si ce mec-là, il monte, le mec d'à côté, il va monter aussi, et puis finalement, c'est très bien, et on avance. Et c'est vrai qu'en France, on a un problème avec ça, mais même quand tu es dans la réussite, je veux dire, moi, le premier, je suis comme ça. Je me dis, oh, même quand ça va bien, monte pas trop, tu vois, reste tranquille. Non mais ça, tu vas t'attirer l'œil. Tu vois. Ouais, bien sûr. Mais je peux que te rejoindre, surtout que rendons-lui hommage à ce Thibaut InShape quand même, qui a dû changer la vie, qui a mis le fait de prendre soin de soi, de faire des pompes chez soi devant son lit, dans la tête de tous les jeunes. Donc, punaise, qu'est-ce qu'il a fait du bien au monde. Puis il a fait un round d'anglaise avec Greg MMA, donc c'est bon, c'est clair. C'est clair. Mais oui, Westside Barbell, alors aller à la Mecque, une des Mecs. Déjà, pour commencer, pour moi, c'est un super moment parce que, en vrai, Mélo, qui est avec moi, c'était quand même son moment à elle, tu vois, les CrossFit Games de manière générale. Et elle a quand même accepté que je lui pompe une grosse partie de son temps et de son énergie pour aller à ce truc-là. Avec j'ai entamé, bien sûr. La question n'était même pas posée. Voilà. Il a dit, elle a accepté. Non, ça s'est passé. Tu m'avais dit on y va 1 heure, on y est resté 2h30. C'est d'ailleurs le seul domaine où je promets que ça va pas durer longtemps et où ça dure longtemps. Je fais exactement l'inverse. Tu vois. Mais en vrai, moi, Westside, je connais de loin depuis un bon moment parce qu'en fait, dans le CrossFit, on sensibilise toujours les gens à certains spécialistes. Et dans le domaine du développement de la force, vraiment, on travaille avec les gens de Conjugate Method, qui est un truc qui a été entre autres créé par Westside Barbell. Et puis moi, j'ai même une ou deux collègues qui ont été entraînés par Louis Simmons. Okay. Et puis même dans l'histoire des Games, notamment Samantha Briggs, une athlète très endurante mais pas très forte, s'est entraînée à Westside à une époque où elle était blessée. Donc bref, c'est quelque chose en filigrane qui avance. Mais même, si je dis pas de bêtises, celui qui fait la programmation actuellement... Tu penses quoi? Adrian Bozeman, Dave Castro? Castro. Ouais, c'est possible. On le voit pas dans une vieille vidéo avec Louis Simons à Westside Barbell? C'est complètement possible. Ouais, il me semble parce que de toute façon, il est tout jeune. Vu qu'à l'époque il était avec Shane et tout, c'est complètement possible. Aussi un autre mec très proche de CrossFit et de Greg Glassman surtout, Mark Bell. Ouais, tu vois, qui est nati le mardi. Oui, c'est ça. À 8h. À 8h, il est nati. Mais il est rigolo quand même. Il est bien sympa. Non, mais très très drôle, très intelligent. Puis c'est un mec dans l'exploration. Ah, ça c'est clair. Il faut des mecs comme Mark Bell complètement transparents sur le fait qu'ils te disent droit dans les yeux. Voilà ce que je fais, voilà ce que j'expérimente, etc. Là, le mec, il est en train de faire une diète à base que de sucre. Oui, c'est ça. Tu vois, Sugar diet. Ouais, mais je veux dire, et donc pour le coup, lui qui est quand même proche de Greg Glassman, qui va aux antipodes des convictions de coach, mais voilà, entre guillemets, c'est intéressant, il assume, et puis au moins, il tire ses enseignements, et un jour, peut-être ça servira à d'autres. Mais quoi qu'il en soit, moi, le vrai truc qui m'a rendu fan de Westside, c'est, pour commencer, j'avais rencontré un entraîneur qui est un ami qui s'appelle Matt Dubrock, qui lui passe le bonjour. Expérimentait du coup l'entraînement avec résistance, avec élastique. Force 5. Du coup, ouais, mais aussi vraiment, il a traduit à un moment donné, il a encore un e-book sur l'entraînement avec résistance élastique qui est bien fichu. Okay. Et donc, il nous a initié un peu à ça, à l'entraînement. Je te parle de ça, c'est 2015, 2016. Et moi, en toute transparence, pas forcément les meilleures barres de force, en tout cas les meilleures barres d'haltérophilie, paradoxalement, je les ai faites quand je m'entraînais avec le système de résistance élastique. Okay. Donc vraiment, je suis convaincu que ça fonctionne. J'aime beaucoup l'approche, parce qu'il y a plein de points communs avec CrossFit, dans le fait de se challenger neurologiquement, à faire des choses très variées, mais qui vont quand même se transférer. Et moi, pas se mentir, ce qui m'a fait tomber amoureux de Westside Barbell, c'est le documentaire.
qui s'appelle Westside contre le reste du monde, qui est sur YouTube, gratuitement en intégralité, et qui est genre fantastique, tu vois. Tu racontes toute l'histoire du club, des mecs de powerlifters, ils ont pas de coups, qui s'envoient des grandes barres, tu vois. Louis Simmons qui est là, et c'est... I was first because I could not lift anymore. Il a 70 ans, le mec, tu vois, il est complètement baisé, le frère. Et un mec, il y a une scène incroyable avec un mec qui pleure, il dit ouais, à cause de... Enfin, je suis tellement investi dans Westside que j'ai pas assisté à la remise des diplômes de mon propre fils. Parce que c'était un mardi, et le mardi, c'est le jour du bench press. Tu vois, et en fait, moi, j'aimais le côté très excessif. Ouais, c'est ça. Très storytelling, encore une fois, comme tu l'as mentionné précédemment. On est en plein dedans. 1000 fois. On crée un mythe, une mythologie auprès du lieu. On est arrivé à Westside, donc on a rentré l'adresse, il n'y a pas d'enseigne. Donc on est arrivé devant les portes, on a tourné, on a dit mais Mélo était contente. C'est où C'est bon, il y a c'est rien. bon, y a rien. nulle part, tu vois. Et on finit quand même par trouver une porte qui s'ouvre. Non, on finit par trouver un mec non, qui non, marche. non, on a d'abord trouvé la Un porte mec qui qui marche. s'ouvre. On est rentré Comme un dans le croissant. truc. Et on Non, s'est mais il dit, y avait c'est un là. panneau avec écrit, il n'y avait personne, avec un panneau qui était écrit si t'as pas de rendez-vous, barre-toi. Ah ouais. Tu vois beau, ça. Et là, j'étais là, waouh, attention, chien méchant, si t'as pas de rendez-vous, casse-toi. Ok. J'ai dit, ah ouais, merde et tout. Bon, bah d'accord. Et on sort, et effectivement, en sortant de la voiture, on voit un mec solide qui marche avec un t-shirt Westside. Et je dis, bon, attends, on va quand même tenter. Et en fait, tout ça là, c'est que de la pipe. C'est-à-dire que le gars Tom, avec qui on a posé la question, hyper adorable, m'a dit non, mais s'il y avait personne à l'accueil, c'est qu'ils doivent être en train de faire une session. Et donc il dit, bah venez avec moi. Et en fait, les mecs te font faire un tour en fait. Ils te font faire un tour du lieu. Et donc ils ont 2 salles aujourd'hui à Westside. Ils ont une première salle avec toutes les machines qui ont été créées par Louis Simmons. Et si tu le souhaites, tu peux programmer une séance de personal training dans cette salle. Te faire défoncer les ischios. Exactement. Ah non, parce que là, c'est la nouvelle salle où tu as vu que je me fais défoncer les ischios. Ok. Là, c'est vraiment l'ancienne salle, c'est vraiment les machines rouges et tout. Et donc, moi, j'arrive, on commence la visite, et je vois qui ? Je vois un de mes collègues formateurs du séminaire staff, tu vois, qui est en train, lui, de vivre une séance. Je dis, bah ouais, bah évidemment. Évidemment que c'est un de mes potes allumés du bocal qui est en train de se faire torturer à Westside Barbell, qu'il n'allait pas passer à côté, le type. Et donc, il te montre ça et te raconte l'histoire pour peu que tu connaisses pas. Et ensuite, ils ont créé du coup une seconde salle où là, maintenant, ils entraînent leurs athlètes actuels, donc du powerlifter, des mecs qui font du sport de combat. Nous, on a croisé un combattant du UFC en petite catégorie et un militaire américain, mais tout jeune. Hein, parce que les gens, ils se rendent pas compte, mais des gamins d'une vingtaine d'années. Il me disait, bah, tu vois, lui, là, il est projeté en sous-marin monoplace. Wow. Hop, il arrive, il sort, il fait ce qu'il a à faire, hop, il revient. Et Splinter Cell. Ouais, exactement. Et le gosse, tu le vois, 1m70, les bras levés. Bon, plus d'oreilles, hein, un bon menton comme ça. Ouais. Mais tu dis, ah, ok, d'accord. Ah, okay. Combien il bench Ouais, là, tu vois. En plus, peut-être pas tant, tu vois, mais mais c'est pas grave. il y a vraiment ce truc-là. Ok. Et on est resté longtemps, mais le mec était généreux, quoi. On a posé 2-3 questions, et en fait, tu vois, c'est le truc de fou, c'était un vrai passionné. Et c'est pour ça qu'il s'arrêtait pas de parler. Et franchement, moi, ça a été... C'était un vrai moment d'épiphanie. Je me suis dit, ok, tu vois, parce que moi, des passionnés dans le monde du crossfit, j'en connais. Ouais. J'en connais dans d'autres domaines. Je me suis dit, mais c'est pour ça que Westside, c'est la légende. Ouais. C'est parce qu'en fait, si t'es là, c'est que t'es passionné. Et si t'es pas passionné, bah, jamais tu restes dans ce truc, quoi. Et non, et c'était trop cool. Non, c'est trop bien. C'est clair. Et j'ai appris par ces capsules vidéo que vous allez ouvrir une salle. Ouais. C'est ça ? Est-ce que c'est dans l'histoire de... Enfin, comment dire ? C'est dans les projets de raconter une histoire aussi forte que Westside Barbell, d'avoir un storytelling, d'avoir... comment vous vous Le projetez ? storytelling commence très bien en tout cas. Ouais. Ah ouais, vas-y, tu peux, c'est quand même très drôle. Là, Ah bah ouais. là, tu vas avoir un truc pépite. Non, bah en gros, déjà, ça fait plusieurs années qu'on cherche un local, là où on habite, Ok. donc vers Disneyland. Ok. On a mis du temps à trouver parce qu'on cherche un local à l'achat. Et on a trouvé. Et donc, bon, après, voilà, faut actionner, quoi. Les banques et tout, l'été, c'était pas facile. On signe à la banque vendredi, donc le jour où on rentre de Chicago, donc on a été éclatés et tout, on va à la banque. En sortant de la banque, on nous apprend que le local, il est squatté par des gitans. Oh non. Oh non. Non, ils sont cool en vrai. On est passé les voir. Non, c'est vrai en plus. Ils devraient partir avant qu'on ait les clés. Non, Ok. franchement, en plus, en vrai, je veux dire, dans notre malheur, franchement, on a vraiment beaucoup de chance. Ouais. Ils sont archi cool, mais moi, j'ai presque trouvé que c'était une bonne nouvelle. Je me suis dit, quand tu lances dans un projet, si t'as pas de bâton dans les roues, Oui, tu vois, c'est que tu ça sent- t'as rien à dépasser en fait. Mmh. Et du coup, c'était cool.
est-ce qu'on va créer un truc aussi fort que West Side Barbell? Ce serait, je pense, très prétentieux, tu vois, d'arriver là-dessus. Moi, je sais que Mélodie, elle va créer l'histoire du lieu. Moi, je t'avoue, mon défi avec cette structure-là, il est plus intellectuel et entrepreneurial que vraiment l'idée de créer une legacy. C'est-à-dire qu'en fait, moi, dans mon histoire avec le CrossFit, c'est pas un secret. J'ai rencontré en 2012 Daniel Chaffey qui a ouvert CrossFit Louvre. Et très très tôt, quand on a échangé ensemble, moi, il m'a mentoré ou inspiré sur plein de trucs liés, on va dire, au développement personnel ou machin. Moi, ma mère était fonctionnaire, elle n'avait pas le permis, elle partait pas en vacances ni rien. Et puis je tombe sur cette espèce de type là, tu vois, bah, qui qu'il en ait ou qu'il en ait pas, a pas peur de dépenser des sous, a pas peur d'avoir une vision, a pas peur d'avoir des projets, a pas peur de fédérer des gens autour de lui. D'ailleurs, est très fort pour faire ça. Et voilà, voilà, et c'est vraiment revigorant, quoi. Et bref, et en gros, l'histoire de CrossFit Louvre a avancé d'un certain côté. Moi, je suis toujours l'un des associés minoritaires, mais je suis toujours associé à CrossFit Louvre. C'est un lieu pour moi hyper important. Ouais. Mais à cause de mon tempérament, tu vois, d'électrons libres vraiment insupportable, ça a toujours été très challengeant de me trouver une place sur l'échiquier où je pourrais rester longtemps. Et il y a des moments où je l'ai vécu de manière un peu frustrante, parce que c'est comme une famille, tu vois, pour moi, et c'est quand même bizarre. Putain, Ouais, t'as pas ta place. ouais, c'est une famille, mais je suis pas. Comment c'est possible? Mm. Et mais ça a toujours été un dialogue constant, tu vois, si tu veux. Et puis j'ai fait plein de choses au travers de CrossFit Louvre, tu vois. Je me suis fait former, j'ai coaché, j'assure encore de temps en temps des réunions pédagogiques, j'ai dirigé du moins la partie entraînement d'une structure pendant un petit moment. Bref, plein de trucs, et puis j'en fais encore aujourd'hui. Bah, d'ailleurs, ce matin, j'étais en réunion. Mais en fait, à un moment donné, j'ai eu moi aussi vraiment une épiphanie de dire, ok, putain, c'est marrant, aujourd'hui j'ai l'âge qu'avait Daniel quand moi je l'ai rencontré, tu vois, et qu'il a ouvert CrossFit Louvre. Et en fait, je me dis, chacun, dans la petite équipe qu'on est, et la petite famille dysfonctionnelle qu'on est, on a tous pris des chemins différents. Et je me suis dit, bah, en fait, peut-être que moi, mon chemin, finalement, tu vois, c'est parmi tous les fils, tu vois, que Daniel, il peut avoir, tu vois, au sein de l'aventure de CrossFit Louvre, bah, peut-être qu'en fait, moi, mon chemin, c'est de créer, tu vois, mon propre lieu, et surtout de voir est-ce que moi, à mon tour, je peux fédérer autour de moi une équipe. Et en fait, il est là le challenge. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à me développer personnellement, tu vois, ou dans le CrossFit ou ailleurs, dans mes autres métiers. Et en fait, là, j'ai vraiment envie de savoir, est-ce que j'ai ça en moi, tu vois, d'arriver à... Et je suis pas tout seul, en plus, j'ai Mélodie, on a aussi Loïc avec qui on est associé. Mais est-ce que je vais avoir vraiment cette capacité à inspirer des gens pour qu'ils aient envie de travailler avec moi et qu'on soit capable de s'orienter vers un but commun. Et en fait, moi, c'est ça vraiment que j'ai envie de savoir. Et j'espère que ça va marcher. Parce que déjà, c'est vraiment un vrai accomplissement, tu vois, pour moi de réussir à faire ça. Et parce que sinon, je vais devoir coacher 40 heures par semaine et ça, c'est pas... c'est plus possible, ça. C'est plus possible. Mais vraiment, le challenge, il est là. Ouais, vraiment, et j'espère qu'on va vivre un truc cool. Voilà. Déjà, le fait de le formuler aussi bien, j'ai l'impression que tu pars sur les bons rails, quoi. Donc, et toi, Mélo, le lieu, il représente quoi pour toi, l'ouverture d'une salle? C'est encore moi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que notre podcast vous plaît. Et s'il vous plaît, vous allez encore plus adorer, je pense, notre newsletter Paradigme. Paradigme, c'est un mail qu'on envoie tous les dimanches à 17h avec Pierre et dans lequel on vous lance un défi qui va changer votre vision du monde. Un défi pour augmenter vos niveaux d'énergie, de productivité, votre santé également, et j'en passe. Donc, inscrivez-vous directement à Paradigme via le premier lien présent en description de cet épisode. Moi, j'avoue que c'était pas du tout dans mes plans. Parce que moi, déjà, avant de connaître le CrossFit, je croyais que ma vie était toute tracée. Ouais. J'étais prof des écoles pendant 10 ans. Puis j'ai rencontré le CrossFit et je pensais pas que ça allait changer ma vie. Et au final, très naturellement, au fur et à mesure des années, je me suis détachée de mon boulot de prof. Le CrossFit a pris de plus en plus de place. Après, j'ai rencontré Ellie. Je sais depuis un moment qu'il a ce besoin de se lancer dans un projet. Donc, je l'ai soutenu direct. Et puis... je lui ai dit que moi, voilà, s'il s'ancrait dans un projet, je voulais en être parce que on a des parts dans une boxe en Corse. Et en fait, ça me plaît beaucoup de m'occuper de tout ce qui est événements, les ventes, les abonnements, etc. Moi, j'aime
J'aime ce côté-là. Alors, je suis pas trop dans le coaching, moi, je laisse plus ça à Ellie. Ok. Mais voilà, la prospection, la vente et tout, c'est des choses qui m'intéressent vachement. Parce que c'est aussi ce que j'aime faire sur les réseaux sociaux personnellement. Donc, j'ai dit à Ellie, en fait, let's go, quoi. Donc, c'est un défi. Je sais pas, je me dis que voilà, c'est encore un truc qui m'éloigne un peu plus de ma vie de prof, mais ouais, ça me challenge aussi, quoi. Trop bien. Ouais, Vous avez le nom de la salle pour l'instant? Ou pas encore? on l'a. C'est comme pour Mais un c'est enfant, on secret. attend. Ouais, pour Enfin, l'instant, ouais, C'est pas que c'est secret, c'est que en fait l'idée c'est que tant que CrossFit m'a pas donné le feu vert, Mm. en fait c'est le risque de donner une information qui finalement va pas se vérifier parce Bien que sûr. c'est comme eux qui ont les cartes en main. Ouais. Même pour le nom, ils peuvent mettre leur veto. Bah, c'est parce que je vais être très transparent. Nous on va demander le nom. En fait le nom de la salle va être assez simple. C'est pas ça qui va créer le projet. Et vu qu'on risque de demander un nom. Là, vous vous demandez vraiment, genre CrossFit Ellie. Non, on va attacher le nom de la salle. CrossFit Disneyland. Je pense pas que ce soit possible. On va attacher mais c'est exactement ça. On va attacher le nom de la salle à un lieu. Ouais. Et en fait, quand tu commences Souvent. à faire ça dans le monde du CrossFit, ça peut fonctionner comme on peut te le refuser. Ouais. D'accord. Ok, pour différents paramètres. Donc, On fait c'est un pour bisou ça. à Sam, qui nous regarde, Samy, Ok. qui avait fait ça pour CrossFit Abellio. Ouais. Il avait demandé CrossFit Pyrénées quelque chose et ça n'avait pas été. Ça a Ah été oui, refusé. il a voulu indexer une région carrément. Eh ouais, Calme-toi, ouais. Napoléon. Bisous, Est-ce que, par rapport à cette salle, justement, t'aimerais que ce soit un peu un flagship, un peu un porte-étendard par rapport à ma conversation tout à l'heure de vous êtes ministre et vous révolutionnez plein de choses en France, le sport au féminin. Oh, je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Hein. Tu sais, dans le CrossFit, en vérité. Ça se passe déjà et Ah ouais. et il y a En des choses qui vérité, le CrossFit, c'est pratiqué plus par des femmes que par des hommes bougent. Ok. dans le monde entier. Ok. Et franchement, ça se vérifie dans les salles. Hein. Nous, à CrossFit One Zone, là où on s'entraîne, moi je m'entraîne depuis bientôt 3 ans, je pense, il y a énormément de filles à chaque cours. On est 20 à chaque cours et franchement, il y a la moitié des filles sur chaque C'est classe. vrai. Non, je Donc pense. franchement, je pense pas qu'on ait besoin de ça. Ouais. Mais bon, Ok. c'est sûr que je continuerai à montrer À te défendre. que les filles, elles ont tout à fait leur place dans le sport et que c'est très cool d'avoir des gros biceps. T'as Exactement. des gros triceps aussi. Il y a un phénomène qui émerge récemment, c'est celui du Hyrox, on associe beaucoup au CrossFit parce qu'il y a quand même des choses qui sont similaires, en tout cas. Quel regard vous portez sur ça, ce qui va nous permettre après d'embrayer sur quel avenir pour vous vous pressentez au CrossFit de cet éternel recommencement de on enlève la variabilité pour de la linéarité et du prévisible, mais en même temps d'un autre côté ça permet de rendre accessible et de faire rentrer plein de gens dans un truc qui est fun et on se dépense. Et de pouvoir se comparer à tout le monde aussi, parce que t'as un maître étalon C'est ça. pour tout le monde. Voilà, quel est votre sentiment, regard par rapport à l'émergence, le gros boom qu'il y a autour de ça? Non, mais bon, moi en tout cas, comme tout mec grégaire au début, je dis quoi, ils font des What wall balls, ça va pas ou quoi. Donc c'est pas un truc sur lequel j'avais au départ un regard positif, mais c'est par manque total de réflexion. Ouais. En fait, tu vois, c'est vraiment le truc. Je suis dans le Tu es le même, émotionnel. Ouais, c'est sûr. En fait, ensuite, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de comprendre exactement au-delà d'un event Hyrox, ce que c'est que l'entreprise Hyrox. Et en fait, c'est une entreprise allemande qui existe depuis 8 ans. Ok, donc je veux dire, on a l'impression que ça fait 2 ans. Non, Tu sais, le là depuis succès, longtemps. c'est quand au bout de 10 ans, tu perds du jour au lendemain. Voilà. Et donc, ça fait longtemps qu'ils sont là. Et en fait, aujourd'hui, moi, au niveau de l'Hyrox, je suis focalisé que sur le positif. Moi, j'aime bien voir le côté le verre à moitié plein. Donc, le positif que j'en retiens, c'est ça nous fait de la prospection pour les salles de CrossFit. Clairement, ils vont Parce- s'entraîner où ces gens? Exactement. Et en plus, vu que c'est pour une discipline qui est vendue comme étant accessible versus le CrossFit, tu sens que quand un mec te dit non, mais c'est pour tout le monde. En fait, tu as l'impression que des fois, nous-mêmes, on n'est pas convaincus, alors que la phrase exacte est ça pourrait être pour n'importe qui, mais ça ne sera pas pour tout le monde. Et à un moment donné, il faut accepter ça. Et c'est pas grave, parce que si le sport, c'était pour tout le monde, bah, dehors, tu le verrais. Donc, il y aura... peut-être que nous aussi, on fera je sais pas, une sélection naturelle à la dopamine, ou j'en sais rien, mais... Et c'est pas grave, c'est OK. Et les autres, ils iront faire du Pilates réformeur, et c'est vachement bien aussi.
Mais donc ça, c'est la première chose. Donc en fait, pour nous, c'est une bonne opportunité d'exposer des gens à l'entraînement, peut-être au travers de ce qui les amènera à faire un Aerox et puis ensuite les amener à faire autre chose. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut quand même comprendre que c'est quand même un événement sportif qui a été créé pour marketer du crossfitter, en se disant tiens, les mecs en crossfit, tiens, ils ont une super communauté. Il y a ce côté, il y en a beaucoup. Il y a ce côté compétitif. Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui bloque ? C'est qu'il y a une barrière à l'entrée qui est importante. Parce que voilà, même s'il y a plusieurs niveaux, en fait, il faut quand même commencer à être bon pour faire des compètes. Bon, bah nous, on pourrait faire un événement sportif avec une barrière à l'entrée qui n'est pas haute. Qu'est-ce qui manque ? Il y a des mouvements qui sont complexes. Ok, bah en fait, on va décomplexifier les mouvements pour de manière à pouvoir toucher plus de monde. Et l'autre truc, c'est qu'est-ce qui bloque ? Bah, c'est pas l'argent. Parce que les crossfitters, quand ils vont commencer à s'inscrire à une compète qui dure 2-3 jours, en fait, au global, ça va leur coûter beaucoup de sous. Par contre, pour l'organisateur de la compétition, pour retomber sur ses pattes, c'est long, logistiquement, c'est lourd. Tu peux pas avoir un nombre de participants infini. Je veux dire, les plus grosses compètes de CrossFit ou de fitness fonctionnel, quand ils n'ont pas le label CrossFit, on va dire ça va être 700, 800 athlètes. Et vraiment, là, je tape très, très haut. Et les gens vont payer peut-être, au pire du pire, 2 fois ce qu'ils paieraient pour un Aerox. Voilà. Et donc, dans les chiffres, tu t'y retrouves pas. Et donc, eux, ils sont arrivés avec un event en termes logistiques, comme tu dis, qui est aussi réplicable pour eux. Donc, ça rend le truc un peu plus simple. Ça dure moins longtemps. Donc, sur un week-end d'Aerox, tu peux faire passer 6000 mecs qui vont payer chacun 110, 120 balles, tu vois, pour vivre finalement une heure de leur temps. Et ensuite, ils vont pouvoir profiter du lieu où ils sont. Ils ont aussi trouvé le moyen incroyable de faire ça dans des enceintes qui sont top. Et il faut bien comprendre, quand tu es dans l'événementiel sportif, tu es quand même aussi là pour montrer les retombées économiques dans les régions dans lesquelles tu te pointes. D'accord ? Et un mec qui va dépenser sur un week-end de CrossFit, on va dire, je sais rien, moi, 600 balles, dont la moitié pour la compétition, un peu d'hôtel et basta, bah, c'est peut-être aussi moins intéressant pour une collectivité locale qu'un mec qui va dépenser 600 € avec toujours pareil, 300 € hôtel compétition, mais 300 € ensuite je suis sur place, donc vas-y que je m'envoie de l'activité touristique, machin. Et en plus, ils sont pas à 800, les mecs, ils sont 6000. Donc, c'est très intelligent. En vérité, l'Aerox, c'est très bien fait. Du coup, c'est cool. Et moi, ce que j'en retiens, c'est aussi la fierté des gens qui terminent un Aerox. Tu sais, ils sont tous là. Moi, il arrive un mec de CrossFit Louvre, il est parti. C'est pas bien ce que je veux dire maintenant, ok ? Ça ne révèle pas ma pensée. Mais il avait 3 patchs d'Aerox dans le dos. Et je dis, t'as 3 trucs un peu gays là sur ton dos. À les enlever. Ça n'est pas d'arrivateur de ce que je pense, mais ça me faisait marrer. Et en vrai, je pense que c'est ce qui manque dans les compètes de CrossFit. Le CrossFit, c'est quand même tellement challengeant. Elle, c'est le meilleur exemple. Elle sort des championnats du monde de CrossFit. Elle était avec les 30 filles les plus en forme de la planète. Je veux dire, elle est entre Wonder Woman, une Valkyrie et je ne sais quoi. Et elle sort de là, on va dire, objectivement, pas 100% fière et accomplie de ce qu'elle a fait, mais un peu, j'aurais pu mieux faire et compagnie. Un mec qui fait un Aerox, ok, qui a couru en marchant, tu vois, il a poussé un sled vide, tu vois, il a fait 3 wall balls où il a à peine fléchi la hanche. Non, mais genre, le mec qui repart de là, il est content, il a accompli un truc et c'est vrai. Enfin, c'est comme les Spartan Race, j'en ai fait une récemment, en fait, t'as ta médaille, ton t-shirt. C'est ça, parce que le défi, c'est de finir déjà. C'est ça, tu vois, complètement. Et déjà, dès lors que t'as fini, t'es content de toi, parce que tu l'as fait. Et nous, je pense que dans les compètes, on va dire, je vais utiliser le mot CrossFit, mais dans les compètes ou dans les événements sportifs comparables, je pense qu'on a besoin quand même, nous, de s'inspirer de cette culture-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens qui viennent faire le French Rodon, par exemple, ou les Athlètes Battle ou les Marseille Rodon, sont un peu les grands rendez-vous français. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils repartent là, fiers déjà d'être venus, fiers d'avoir participé, parce que même si on est là pour gagner, quand même, quand tu arrives à la compète, tu as déjà gagné, parce que déjà tu t'es qualifié. Et en vrai, plus le temps passe, plus je vois plutôt ça comme du coup une source d'inspiration. Je pense que c'est maintenant à nous d'espionner les espionneurs, tu vois, et de comprendre, tu vois. On ne va pas l'espionner de l'intérieur parce qu'on n'en fera pas. Ah non, parce que ça demande trop de courses. Pour ça qu'on a compris que non. Non. Bon, Mélo, tu veux nous conclure le mot de la fin cette interview par ton regard sur le CrossFit, son avenir, toi, comment tu te projettes aussi Grosse pression. Pression là. Je sais pas, moi je vis au jour le jour, alors je sais pas faire des projections, mais moi je vois que des belles choses sur l'avenir.
Franchement, en plus, nous, avec l'ouverture de cette salle, voilà, j'espère qu'on va vraiment réussir à transmettre ce qu'on aime dans le CrossFit. Quelque chose de sain, quelque chose voilà, qui amènera aux gens du positif dans leur vie. Non, je pense que le CrossFit a de belles années devant lui. Merci en tout cas. Ouais, merci à tous les deux. C'était super. Merci à plaisir. vous. Ouais. Voilà. De fin. On a Magnifique. dépassé. À toi là.